Bon les amis, ça y est, c'est les deux relous qui viennent vous raconter leur vie encore. Promis, on va arrêter de parler pendant des heures pour vous parler de nos malheurs. Je sais pas combien de temps on va faire la vidéo, mais... le mec non mais c'est la dernière vidéo sur le sujet. On va tourner cette page après. On va revenir à du drôle. Ouais. Parce que c'est ce qu'on veut faire et je crois que c'est ce qui vous manque aussi sur notre chaîne. C'est une FAQ ou une FAC. On a appelé ça foire aux critiques parce qu'on va surtout s'intéresser aux critiques que vous avez émises sur nos dernières vidéos. C'était salé. Il y a eu aussi du très positif. Ouais. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. On remercie tous ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années. Merci encore. Mais évidemment, on va surtout aujourd'hui répondre aux critiques parce que c'est là-dessus qu'on a à dire. Si on nous dit vous êtes merveilleux, on va dire bah merci et puis la vidéo sera très courte. Quand je dis les critiques, c'est pas forcément des choses qu'on a mal prises et même on les a pas mal prises dans le sens où c'est très intéressant même d'avoir vos retours. Ça fait réfléchir. Et voilà, et de savoir les questions que vous vous posez ou les choses que vous avez à nous adresser, vos conseils, vos critiques. C'est aussi l'occasion, cette vidéo, de parler du futur de notre chaîne, de pourquoi je me suis retrouvé au Rap Contenders, de combien coûte un épisode du Pire Stagiaire. Et aussi, il y avait quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. On va parler de la chienne Noëlla, qui est une chienne abandonnée, qui est dans un refuge de 30 millions d'amis. On avait publié une vidéo sur elle avant l'été. La vidéo a disparu, on vous a jamais donné de raison. On va revenir là-dessus et surtout, on va essayer de venir en aide à Noëlla. Ça, on le fera à la toute fin de la vidéo. Encore une fois, promis, après, on retournera au rire. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on ramène du rire et qui nous voient aussi nous amuser. Ouais, c'est ça. On va pas dire qu'on s'est vachement éclaté cette année. Et donc, promis, c'est la dernière vidéo. On clôture, on solde. Et après, derrière, on revient à du rire. On m'appelle Grégolerie dans mon cadre privé. Alors, c'est la conclusion. Je savais pas où on allait, ouais. Je savais pas où on allait avec cette vanne. On y va, alors on démarre avec la première, c'est pas une question, c'est une attaque. Ça commence bien. Alors c'est plus un conseil même. Ah. SVP, revenez, ouais. Il aime pas quand c'est un mood négatif, Jim. C'est Rat des Neiges qui nous dit « Je rigolais plus quand c'était moins gros. SVP revenait aux origines du Pire Stagiaire. » Ça, on va y répondre clairement sur la question de la crédibilité, du côté trop gros. Je pense que c'est un peu ce qu'on a le plus lu. C'était le côté c'est trop gros, on n'y croit pas. Critique. Mais juste avant ça, je relève un mot. Lequel? Dans ce commentaire, fais pas genre tu sais pas, aux origines, c'est les origines. Oui. Et bah justement, mon cher Dave, dis-nous. En parlant des origines, on va parler de descendance, et plus précisément de MyHeritage, c'est le partenaire de la vidéo. MyHeritage compte pas moins de 90 millions d'utilisateurs et pas moins de 20 milliards de documents historiques. Et une des fonctionnalités de MyHeritage, eh bien, c'est de faire des recherches pour reconstituer votre arbre généalogique. Ils vont trouver des correspondances dans leurs archives qui sont énormissimes, à mesure en fait que l'arbre généalogique va se compléter, eh bien ils vont affiner le tir, ils vont avoir des outils qui vont permettre de trouver encore plus d'informations sur ses ancêtres. Tu peux donc, par exemple, découvrir que ton arrière-grand-père était ramasseur de plumes d'oreiller dans le Loir-et-Cher et qui s'est marié à une allumeuse de réverbères qui habitait à Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. Par exemple, pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus sur leurs ancêtres, c'est génial. MyHeritage l'a fait pour moi, donc on va le découvrir avec vous et on a aussi demandé à MyHeritage de le faire pour toi, Dave, et aussi pour Valentine qui va nous rejoindre. Donc, comme je vous disais, on a fait exprès de ne pas regarder. Jusque-là, vous n'avez pas vu vos résultats non plus. Donc... Allez, c'est parti. Alors, pour Greg Guillotin, nous avons exploré vos familles paternelles, les familles Guillotin et Jeuneste. Comme Véronique. Comme Véronique, et comme Julie Lescaut. Donc j'ai apparemment Julie Lescaut dans ma famille. L'algorithme MyHeritage a identifié des correspondances avec des archives et des profils similaires dans d'autres arbres généalogiques. Et donc nous sommes remontés jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc là, on peut voir. Donc ils ont trouvé ce monsieur Auguste François Guillotin dans son arbre généalogique. Il a une bonne tête, il a l'air sympa. Donc ça, c'est mon arrière-grand-père. Et lui, il était marié à Marie-Victorine Jeuneste, qui était fermière à Vezin, dans la Manche. Bon, fermier pour un vegan, ça fout mal. Elle est là, donc c'est elle. Ouais, elle a pas l'air très sympathique. Ouais. Dans la ferme, il y avait une bonne ambiance. Donc photo prise en 1914 lors d'un mariage familial. Non mais c'est fou quand même. Ah là, c'est un mariage. Là, ils sont contents, là. De plus, nous avons découvert que votre arrière-grand-père Victor Pierre Guillotin, vous pouvez coloriser et améliorer cette photo avec les outils MyHeritage. Regarde ce que ça donne, c'est quand même beaucoup plus stylé. Je peux obtenir cette photo-là. On dirait Victor Newman dans Les Feux de l'amour. Ah ouais, c'est vrai. Saviez-vous que votre arrière-grand-père Pierre-Louis Jeuneste et son père Pierre-Jacques étaient maréchaux ferrants? Je sais ce que c'est, maréchal ferrant. C'est celui qui ferre les sabots. Vous voyez, un acte de mariage authentique là, c'est fou quand même. T'as vu, on a les signatures, comment elles sont belles. Ouais. Marie Sabir, il est pas allé à l'école. Ouais, c'est vrai. Lui, stylé, Jean Pignon, là, il est très fort. Tiens, on va appeler mon père, je vais lui dire. Ouais. Allô? Oui, papa? Grégory? On a un ancêtre qui s'appelle Auguste François Guillotin, qui était marié à Marie-Victorine Jeuneste. Ils étaient fermiers à Vezin dans la Manche. Ah d'accord, je sais qu'il y avait de la famille à Vezin, oui. Pierre-Louis Jeuneste et son père Pierre-Jacques étaient maréchaux ferrants. Ça, je savais pas. Je pensais qu'ils étaient tous cultivateurs, mais tu dis maréchal ferrant. Tous nos ancêtres s'appelaient Victor, enfin papy. Du coup, David, c'est Victor, son second nom. Et on a arrière-grand-père Victor Pierre Guillotin. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pourquoi tout le monde s'appelait Victor? C'était un peu une coutume familiale. Ah ouais? Donner à l'aîné
aîné des enfants, normalement, le prénom du père. Ok, donc il y a une longue lignée de Victor là. Il a échappé belle, là. Toi, t'aurais pu t'appeler Victor, finalement. Heureusement que vous avez enlevé ce sort. Le peu pour les Victor. Bah merci à tous les deux, nous on continue notre tournage, je vous embrasse. Allez Val, on est parti. Alors, nous avons exploré vos familles paternelles et maternelles. Saviez-vous que votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, Mathilde Virginie Rousseau, était receveuse des postes et télégraphes? Non. Voilà. Tandis que votre arrière-arrière-grand-père Jean Bonnet était cocher. Jean Bonnet, c'est drôle. Ouais. Ah oui, j'en connais. Ouais, c'est vrai, un Jean Bonnet. Ah, pareil, pour une fille qui mange pas de viande, c'est Voilà. nickel. On a leur acte, pareil, de mariage. Ah, trop génial. En 1889. T'imagines jusqu'où il remonte? En 1896. À cette époque, Jean Bonnet est mentionné. Jean Bonnet, ça, c'est drôle. Je vais pouvoir maintenant me concentrer en le disant. Jean Bonnet est mentionné comme étant sans profession, probablement sans emploi. Oh la honte! Ah, il était chômeur! Elle était chômeur, à l'époque il n'y en avait même pas en plus vraiment. On peut imaginer Mathilde travaillant au bureau de poste. Ah donc elle était à la poste et Ah, il foutait rien, ouais. genre. On peut imaginer Mathilde en travaillant au bureau de poste tout en gérant les tâches ménagères. Putain, la vie de merde. Mais Jean Bonnet, c'est un homme au foyer, donc il pouvait nettoyer un peu. Il faut rien du tout, quoi. Jean Bonnet, c'est une honte. Je crois qu'il est un peu tard pour que tu lui écrives et que tu lui dises de rendre des comptes. Hein. Nous avons également trouvé une carte postale représentant le bureau de poste où Mathilde travaillait. T'as vu, c'est fou. Bon, on va pas appeler ton père pour lui raconter ce que là, quand même, on est en train d'exploser le temps consacré aux partenaires. Donc on va passer à Dave. Alors, mon Dave, nous avons exploré votre famille maternelle. T'avais un arrière-arrière-grand-père qui s'appelait... Ah, bah, Victor. Jean-Victor. Ah, Ouais. Et devine son métier? fermier. C'était un gendarme à cheval. Sympa. Les archives sur MyHeritage nous ont permis de retracer la lignée de votre grand-père maternel, génération à part génération, jusqu'à la Révolution française. En janvier 1796, là on remonte encore plus loin, votre quinquisseilleul, ça veut dire ton 5 fois arrière-grand-père, qui s'appelait Louis. Allez. Nous apprenons que Louis et son père Jacques étaient meuniers dans le village de Sainte-Pézène. C'est où en France, ça? J'ai pas l'info, mais par contre j'ai une vidéo du moulin. Ah ouais. Ah, c'est ce qui me manquait dans ma vie, ça. La vidéo du moulin. Oh, regarde! J'ai le moulin. Ah, super. Chemin des pêcheurs, le moulin de Compéré a été débroussaillé. Ah. T'as même la photo du moulin qui a été colorisée du coup par les outils de MyHeritage. T'as ton arbre généalogique, je vais te l'envoyer. T'as vu, ils sont quand même remontés super loin. C'est fort. T'as des gens que tu peux retrouver là. Ah ouais? Il y a des gens. Peut-être rentrer en contact avec eux parce qu'après on peut envoyer des messages Ah. sur MyHeritage. On peut envoyer des sympa. messages pour rentrer Ah ouais. en contact avec les gens avec qui on a des ancêtres en commun, par exemple, Ok. ce genre de choses. Moi je trouve ça trop cool en vrai. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui peuvent être intéressés par ça, savoir un petit peu, en savoir plus sur leurs ancêtres. Donc pour ceux qui veulent satisfaire leur soif de généalogie, en savoir plus sur leurs ancêtres, je vous mets le lien dans la description pour accéder à MyHeritage. Je vous mets aussi le QR code, on va l'afficher à peu près par là. Vous avez 14 jours. Là. On le met ici? Ouais. Ok, on le met ici. Vous avez, grâce à ce lien et ou ce QR code, vous avez 14 jours d'essai gratuit qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités de MyHeritage. Vous verrez, c'est très simple. En quelques clics, vous avez accès à plein d'infos. Merci, ma petite Val. C'est bien, ça t'a plu? Ouais, trop. Allez, merci beaucoup, tu peux y aller. Merci encore à MyHeritage, le partenaire de cette vidéo. C'est parti. Bon, Dave, tu vas faire les lancements avec ça? Je trouvais ça dans la petite commode, là, je me dis c'est pas mal. Tu sais quoi? Dès qu'il y aura un clash, bam bam bam. Ouais, peut-être pas à ce point-là. Dès qu'on parle de clash, là, ça le temps. C'est parti, on y va, on répond à la première question. Alors, c'est un peu sur l'idée de faire trop, donc comme on dit tout à l'heure, de faire trop de surenchère de production. Alors, je vais lire les commentaires, il y a grosse co. Tu dis pourquoi vous obstinez à en faire trop pour un résultat moindre? Je t'ai pas prêt là, je t'ai pris dépourvu. Alors, il y a LMDT qui nous dit pensez-vous à revenir à des formats plus simples, des scénarios moins ambitieux afin de s'assurer de la réussite des futurs Bon, épisodes. c'est gentil ça. ICU qui dit moi je trouve que vous enfermez beaucoup dans faire mieux et plus fort qu'avant, dans le sensationnel, toujours plus gros, plus coûteux, plus impressionnant, alors qu'on demande pas ça. Ces commentaires font référence à l'épisode du déménageur, qui est pas un épisode, c'est un making of, Ouais, bien sûr. puisque on s'est pris les pieds dans le tapis dès le début. Donc on n'a pas pu montrer... Même finalement avant ce le que début, t'as je fait. crois, hein. Et même avant le début. Puis il y a quelqu'un, du coup, il y a trop Salzid qui dit l'arrivée de l'hélico, c'était déjà trop, restez dans le simple. C'est une question qui est vraiment super importante, on va dire, dans Ouais. cette FAQ. Central même. Hein. Même centrale. Et c'est pour ça qu'on on va y répondre tout de suite, donc dès le début de la FAQ. Je pense que les gens ont raison. Factuellement, de toute façon, puisqu'on n'arrive plus à la fin des épisodes, donc forcément, on va devoir redescendre un peu parce qu'on a atteint, comme on l'a dit, un plafond de verre un peu. Moi, je pense que j'ai toujours été émoustillé par l'idée de faire des caméras cachées gigantesques. Je pense que déjà, quand on a fait le pire stagiaire, on avait franchi un step, Ouais. puisque nous, avant, on faisait des petites caméras cachées dans la rue. Et puis, on a fait le pire stagiaire et c'était déjà génial de faire ça. C'est aussi cette volonté d'aller toujours plus haut qui nous a permis d'arriver à faire le pire stagiaire, mais il y a comme une limite au bout d'un moment qu'on peut pas franchir pour la crédibilité en fait. Mais déjà, c'était des scénarios. Ça veut dire qu'il y avait quand même, par exemple, je prends l'installateur d'alarme, je prends Otavio, l'agent immobilier. Il y avait déjà quand même dès la saison 2, c'était en plusieurs actes. On allait chez un client, puis un autre, La etc. scénarisation. Il y avait quand même des trucs en plusieurs actes. Il y avait d'autres complices autour de moi. C'est quand même un truc qui remonte aux premiers épisodes des Pires Stagiaires. Ouais. Donc des faux clients et tout. Donc c'était déjà ce côté un peu pièce de théâtre qui nous plaisait. Ouais. C'est le propre de ce concept en fait. Ça pourra jamais être des
comme la simplicité de ce qu'on faisait dans la rue en total impro, puisque là, on a tout un tas de gens qui sont au service du piège et qui nous aident à piéger une personne. Mais effectivement, peut-être que vu que ça marchait à chaque fois, je crois qu'on avait eu que la guide château qui avait foiré, puis il y avait un coiffeur, mais bon, on était quand même à un total de 15 épisodes réussis sur 17 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on a pris trop la confiance, en fait, faut le dire. La confiance, c'est aussi une volonté de pas se répéter. On essaie toujours d'aller un peu plus haut, parce qu'en fait, on se dit aussi, il faut pas qu'on stagne. Le but, c'est on était là à la saison 4, c'est la saison 4 qu'on voulait faire. On se dit, si on fait une nouvelle saison, il faut qu'on se renouvelle. On nous aurait reproché de toute manière aussi de pas se renouveler. Ouais, donc si on avait fait des trucs qui étaient très basiques, très simples, qu'on avait déjà vu avec les mêmes ressorts, les mêmes gags, on nous l'aurait reproché aussi. Maintenant, je pense qu'il y aurait eu un juste milieu à trouver. Et c'est vrai que quand on débarque en hélico, puisqu'on va en parler tout de suite, puisque ça a été quand même notre erreur. Pourquoi on a fait l'hélico? C'est parce que tout simplement, on en rêvait. Ouais. Mais peut-être que là, on s'est un peu trop chauffé. Et on s'est un peu trop chauffé, c'est pas peut-être, puisque Franck n'y a pas cru une seconde. Il y a des commentaires qui disaient, voilà, il aurait fallu que le piégé soit vraiment naïf, ultra naïf pour pouvoir croire à l'hélico. C'est vrai, peut-être que mais là, c'est vrai que nous aussi, on réfléchissait à l'inverse. À ce moment-là, pour expliquer comment on réfléchissait, c'était de se dire, il va jamais penser qu'on a mis en place tout ça pour lui. Les caméras cachées sont associées souvent aux stars et on se dit qu'on met des moyens comme ça, une débauche de moyens pour une personnalité. Le Franck, il est déménageur près d'Avignon, il va pas se dire... On s'est senti pousser des ailes. Parfois, on faisait des choses tellement grosses qui marchaient. Ouais. Je te rappelle quand même qu'à chaque fois, quand on écrivait même à l'époque nos textes et que tu me disais, mais ça, il va y croire, Ah oui, ça, bien mais sûr. quand il va y croire. Pour parler de mon point de vue, moi qui assistais vraiment physiquement à tous les épisodes, mais avec un regard un peu extérieur, parce que souvent je prends un petit pas de côté et je vois tout ce qui se passe, je me suis souvent dit, mais comment il croit à ça? Et donc c'est pour ça aussi qu'on était poussé des ailes, parce qu'on se disait que en conditionnant la personne piégée, en essayant d'être le plus crédible possible, on arriverait à tout faire passer. Bah, c'est parce qu'aussi on on lui parle pendant des mois auparavant, parce que les gens voient pas tout ça. Parfois ils disent comment ils peuvent y croire. Je parle même des anciens épisodes. Ouais, bien sûr. À chaque fois on disait mais parce qu'on l'a conditionné, la personne, pendant des mois, on lui parlait au téléphone. Il y avait toute l'entreprise qui était dans le coup, la famille, machin, jamais une seconde il pouvait s'imaginer que ça pouvait être faux. Et là en fait je pense qu'on s'est senti pousser les ailes, on s'est dit vas-y, bah, c'est le cas de le dire, on s'est dit vas-y on prend un hélico et let's go, on arrive dans un champ et tout. C'était de la folie. Maintenant c'est trop facile de se dire on regrette parce que nous on voulait et on se l'est posé la question avant le tournage, on s'est dit comment après il va croire à la suite si on démarre par un hélicoptère? On se l'est quand même demandé. On s'est pas dit vas-y on y va, l'hélico c'est génial, banco, on a pesé le pour et le contre et on a dit on le fait quand même parce que c'était un rêve pour nous. C'était un rêve de se dire bah l'épisode qui démarre par un hélico dans le Pire Stagiaire, Louis Vignac avant jusqu'à maintenant il arrivait qu'en voiture, en limousine et tout et on s'est dit on veut pas stagner, refaire toujours la même chose. Et donc on s'est dit on le tente, mais c'est qu'il y a comme tu disais un plafond de verre, mais il a fallu je pense aller surfer, aller jouer avec les limites pour se rendre compte où on était too much, où ça allait trop loin, pour se dire ok, à quel cran on redescend. Et je pense que la saison 2 et même la saison 3 du Pire Stagiaire étaient des bonnes saisons où on avait trouvé ce bon équilibre. Et en fait, au lieu de se dire ça marche, donc allons encore plus haut, on aurait dû se dire ça marche, donc continuons sur cette lancée, tu vois. Et là où il y avait une erreur d'écriture, je pense, sur Franck, c'est qu'on a commencé par le plus gros. On s'est pris les pieds dans le tapis de la première action. Après, il y avait quand même beaucoup d'actions et beaucoup de choses qui étaient quand même beaucoup plus simples. C'est juste qu'on a commencé par le pire, entre guillemets. Mais effectivement, je vous rassure, on n'était pas non plus pris de démence à se dire on va faire que des trucs comme ça lors du piège. Un jour, on pourra peut-être publier, tu le disais hier encore, on pourra peut-être publier les textes du Pire Stagiaire parce que franchement, il y a quand même des textes de 60, 70, 80 pages. Ça pourrait être intéressant pour vous. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait de les voir. Même pour les précédentes saisons. Même pour ceux qui aiment l'écriture et tout, voilà, vous pouvez voir comment c'est construit avec les paragraphes, comment c'est chapitré. Il faut savoir que dans ce texte qui était prévu du Pire Stagiaire déménageur, après les autres actions, elles étaient fluides. On allait chez des faux clients, livrer un meuble, en récupérer un. Il n'y avait rien d'aussi gros que l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'était juste game over. Peut-être qu'effectivement, il y a un dosage à trouver au niveau de mon jeu. Ça aussi, on va en parler de Louis Vignac. On montre un truc qui démarre beaucoup trop fort, où on allait beaucoup trop loin. C'est la seule chose qu'on diffuse. Et donc, on a l'impression que c'est ça l'épisode. L'épisode était censé durer 8 heures, 9 heures peut-être, je sais plus. Et donc, il y avait... Là, c'était juste la première demi-heure de piège qu'on a montré. C'est vrai que c'est important de le préciser. Moi, j'ai compris un truc sur le pire gendre. Il y a un truc souvent qui revenait, c'était « c'est trop gros ». Et moi, je te disais, Dave, je disais pourquoi les gens disaient « c'est trop gros ». Les piégés y ont cru. C'est-à-dire la famille d'Eugène y a cru, la famille de Leslie y a cru. Et je disais « mais pourquoi ils disent que c'est trop gros ?» Parce qu'on a la preuve que ça l'est pas. Et tu m'expliquais un truc que j'ai peut-être compris après. Quand ils disent « c'est trop gros », ça veut pas dire les piégés n'y croient pas, ça veut dire c'est pas la vraie vie, c'est pas assez proche du réel et du coup ça nous sort d'un truc concernant. J'ai beaucoup lu les commentaires, j'essaie vraiment de les comprendre à chaque fois. J'ai l'impression que si on va trop loin d'une certaine forme de réalité, nous on le prenait comme une performance un petit peu de réussir à faire croire ça et à amener beaucoup de fiction dans les caméras pour moi cachées. j'ai toujours si le piégé y croit c'est que c'est réussi. Voilà, c'est ça. Mais certains trouvent que ça enlève un peu de charme. Ouais, de charme, voilà, de spontanéité, d'authenticité. On a vu de certains qui disaient par exemple dans le pire genre, mais qui peut croire qu'en une après-midi il y a un vol de scooter,
un coup de feu. Enfin voilà, beaucoup d'actions. Alors que c'est vrai que par exemple dans le premier Pierre Gendre, c'était quand même beaucoup plus soft. Juste ta maison était en bordel. Bon, c'était quand même plus soft. On a trop enchaîné les actions et du coup c'était ce cumul dans le Pierre Gendre, puisque là on parlait du Déménagement, mais c'est le Pierre Gendre qui est concerné par ce côté trop gros, parce que finalement cette critique est revenue quoi sur le Pierre Gendre et sur Franck. C'est ça. Voilà. Même déjà, je tiens à le dire aussi, on avait pris en compte, même nous-mêmes avant qu'on ait toutes ces remarques sur Franck, on savait déjà que ce qu'on avait fait était trop gros et on s'était dit nous-mêmes il faut qu'on soit moins gros et qu'on redescende d'un cran. Donc c'est pour ça que le fleuriste Nicolas, sur lequel on s'est fait balancer, vous avez vu c'est le dernier épisode, on était déjà redescendu d'un cran, je tiens à le préciser. Et tu sais que dans les commentaires, les gens l'ont remarqué, hein, j'ai vu. Beaucoup de commentaires disaient ah bah là ça allait être bien parce qu'on retrouve le pire stagiaire, etc. Mais donc on avait déjà tiré des leçons par nous-mêmes avant de voir tous ces commentaires. En fait, peut-être que le pire stagiaire, il y a un moment donné où ce concept doit être comme ça et pas plus. C'est ça qui nous a fait faire des conneries. En termes de renouvellement, il y a les nouveaux personnages, on pourrait en parler. Pour l'instant, souvent, on est avec les trois mêmes parce que c'est ceux qui conviennent le plus à un maximum de piégés. Mais on a aussi beaucoup de personnages qu'on voudrait placer, mais encore une fois, dans la caméra cachée, on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, il faut trouver la bonne personne en face du bon personnage. C'est souvent Louis Vignac, Samuel et Guillaume. On a du mal à placer les autres pour l'instant. Mais on a envie de le faire. Donc peut-être que le renouvellement, au lieu de que ce soit un renouvellement par l'extrême, la surperformance, ça devrait peut-être être plus un renouvellement par les persos. Et pourquoi on les a pas mis, ces persos? Parce qu'on pense qu'ils sont très difficiles. Trop gros. Bah oui, en vrai, souvent on se dit mince, lui on aimerait trop le faire, mais est-ce que c'est pas un personnage de sketch? Est-ce que quelqu'un peut croire à ça dans la vraie vie? Ce qui est cool maintenant, bon alors on a mangé cher, hein. Franchement dans les 2 échecs que vous avez vus, ça a été dur, ça a été très éprouvant. Je vais pas dire oui c'est génial, c'est une super leçon de vie et merci. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie. On aurait aimé ne pas passer par là, mais maintenant j'ai l'impression quand même que ça nous remet un petit peu les pieds sur terre, nous faire dire c'est dommage, on avait une super formule, on avait un programme qui plaisait à énormément de monde, qui était le pire stagiaire ou même le pire gendre. Voilà, maintenant on sait ce qui plaît moins, mais c'est bien aussi qu'on ait ces commentaires là, c'est pour ça que je disais que c'était des commentaires constructifs, on le prend pas mal, au contraire ça nous aide à avancer, à comprendre et à peaufiner le tir. Après il y a un truc aussi que je tiens à préciser, un truc qui nous a pas mal interpellé. C'était presque frustrant parce que autant on accepte cette critique qui dit que c'était trop gros, mais c'était pas le seul facteur qui a fait que le piège a échoué. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui la veille a dit à Franck, une personne qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, avec qui il a pris un verre, et qui lui a dit attention, parce qu'il y a une émission qui piège des gens dans le cadre de leur travail, c'est un faux reportage, va savoir si c'est pas ça. Nous on a très bien compris, enfin moi en tout cas, quand il me dit ça, bah, je me dis bah c'est mort en fait à ce moment-là, avant même qu'on commence. Et le piège était condamné déjà de base. Je ne dis pas encore ça pour nous trouver l'excuse parce que de toute façon c'était trop gros ce qu'on avait prévu. Donc les gens ont raison là-dessus, mais on était quand même de toute façon condamné. Et Franck, quand il me voit arriver, il sait déjà, il se rappelle qu'il y a une personne qui lui a dit ça la veille. Même à un moment donné, même dans le face-à-face, il dit ta tête elle me dit quelque chose, je t'ai déjà vu quelque part. Vous avez une bonne tête. Bah, c'est gentil, merci, vous aussi. Merci, c'est gentil. Je vous ai déjà vu, je sais pas où, mais je vous ai déjà vu. En plus de ça, on s'aperçoit qu'il a vu les vidéos sur Facebook. Je te dis, je l'ai vu la semaine dernière 10 secondes. C'est dingue, hein. Tu l'as vu où? Sur Facebook. Et il redit, je sais plus, à un moment donné, il dit de toute façon c'est peut-être un comédien. Bah, il le dit avant que t'arrives déjà, donc c'est mauvais signe. Et après, quand tu arrives et qu'il voit l'hélico et qu'il trouve ça trop gros, il dit ah mais oui, mais hier il y a ma pote qui m'a dit que machin, et donc en fait il fait le lien. Putain, c'est marrant parce qu'on en a parlé hier. Tu vois, je t'en ai parlé hier, Yasmina de ça. J'ai une copine à moi qui m'a dit autant c'est une grosse connerie. Ce mec-là, c'est une connerie. Allez, critique suivante. Mon Dave, reprends ton tambour. Très bien, voilà, petit jingle. Critique suivante, le dernier prank, j'avais 10 ans, maintenant je suis en EHPAD. C'est drôle. Ça, la formulation est très drôle. Mais il y en a qui me font rire, hein. Moi aussi. Parfois on nous allume, je fais ah il est pas mal celui-là. Il est bon. Edouard Elric, il dit prochain piège en 2030. Salut les gens, on revient d'un long périple de 8 ans et on vous diffusera 53 000 heures de rush sur 8 saisons. Alors franchement, on a un peu conscience que c'est devenu un running gag. Après, c'est un truc qu'on assume parce que c'est une réalité. En fait, la rareté sur notre chaîne, c'est un peu la contrepartie de ça. C'est la contrepartie de la nature de ce qu'on fait. On a choisi ce registre-là. On aurait pu continuer de faire des trucs dans la rue. On n'a pas eu envie. On a eu envie d'aller sur ce registre qui est, on va le dire, à mi-chemin entre caméra cachée où t'as un seul piégé et de la fiction parce que t'as un beau scénario et tout ça. Nous, c'est ce qui nous fait vibrer. Je pense toi aussi, Dave. Le risque dans ce qu'on fait, c'est que ce soit long à préparer et c'est très long à préparer. On pourra jamais faire ça en une semaine. Il y a tellement de prépa en amont pour ceux qui regardent nos making-of, vous le savez. Et quand ça foire, comme ça a été le cas cette année, ça décuple la rareté. Après, pour nuancer, il y a quand même un truc que je tiens à dire, et il y en a qui le soulignent dans les commentaires, c'est que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous disent revenez à des pièges, des petits pièges et tout, mais je pense encore une fois, c'est pas revenir à des petits pièges qu'il faut, c'est revenir à des formats qu'on a développés, le pire stagiaire, le pire gendre, le pire anniversaire, les trucs comme ça, où vraiment ça repose quand même sur du jeu, et moi c'est jouer que j'aime en plus, et on a réussi à développer notre identité en fait. Et je pense qu'il faut pas se leurrer. Si on faisait des petites caméras cachées dans la rue, je me souviens qu'on en a fait il y a pas si longtemps que ça, quand on faisait les objets improbables par exemple, c'est pas vraiment un truc qui a plu énormément aux gens ou qui a été très redemandé. Je pense honnêtement que notre chaîne, elle est faite de grosses caméras cachées. Je pense qu'on a construit cette identité autour de ça. Il y a des gens qui font encore des petites caméras cachées qui le font très bien. C'est pas dédaigneux, encore une fois, c'est juste dans le dispositif. Voilà, il y a plusieurs chaînes qui font ça très bien sur YouTube. Et je pense que les gens viendraient
pas sur notre chaîne pour voir ça aujourd'hui. C'est pour ça que ce truc-là de dire refais des petits trucs dans la rue et tout, de 1, on peut plus le faire. La notoriété. La notoriété, plusieurs paramètres. Et de 2, c'est voilà, je pense qu'on a la chance d'avoir créé ce registre, cette identité-là, et qu'il faut le conserver. Mais ceci dit, on réfléchit quand même à des choses plus simples. Ouais. De 1, on l'a vu dans la question avant, redescendre d'un cran l'exigence de nos grosses caméras cachées. Et de 2, on l'a initié notamment avec Kev Adams. On a fait une caméra cachée sur oreillette, tellement plus rapide à faire. Ouais. Bon, c'était grâce aux équipes de Pierre Cross, mais c'est quand même des dispositifs qui sont moindres et du coup qui permettraient d'aller beaucoup plus vite. Donc on envisage évidemment de développer ce concept où moi je passerai un peu plus dans l'ombre. On pourrait peut-être alterner avec des gros formats et puis de temps en temps des formats comme ça. C'est une chose à laquelle on réfléchit et qu'on va sûrement faire l'année prochaine. Après, juste un dernier truc, on a quand même produit des making-of parce que ça, c'est pas non plus un registre de seconde zone. C'est vrai que c'est énormément de boulot. Toi, Dave, tu montes les making-of avec François qu'on salue, mais c'est énormément de temps de travail. En fait, il y a même des gens qui viennent sous-titrer les making-of ou flouter, ils nous disent mais je me rendais pas compte la charge de travail parce qu'on se dit ouais, un making-of c'est un peu du fast-food, on balance ça parce qu'on a rien d'autre à proposer, mais en fait non, c'est un travail qui est très exigeant, qui est énorme. Par exemple, sur donc le déménageur ou le fleuriste, on avait des heures et des heures de rush. Combien de mois de même on filme sur combien de mois? Ça. Non, mais... le déménageur, on l'a filmé sur 6 mois et il fallait réduire ça en 1 heure. Et c'est du contenu qui, pour moi, à mon sens, reste qualitatif, qui est intéressant en plus à regarder pour les gens qui nous suivent. On réfléchit à d'autres concepts plus petits, on essaiera d'être plus présent, mais sachez en tout cas que la nature de ce qu'on fait empêchera systématiquement d'avoir une récurrence forte. C'est juste une histoire de juste milieu, mais en tout cas, on ne veut pas sortir d'épisodes nuls, bâclés, pas travaillé. Ensuite, la question d'après, c'est Dart qui nous dit « Vous allez continuer longtemps les making-of et les rater. Votre chaîne, c'est devenu que ça. » Effectivement, c'est devenu trop de making-of. Même nous, on a un peu culpabilisé de se dire putain, cette chaîne, elle prend des tournures de chaîne drama. Mais après, ceci dit, je tiens à dire quand même que ce touche making-of, les youtubeurs qui filment leur travail toute la journée, je pense qu'on est les seuls à le faire, de filmer ça. Autant filmer autant filmer. Et je crois qu'on a quand même développé un lien avec les internautes qui nous suivent vraiment. Ce truc-là de proximité, moi j'en suis fier quand même. Et je suis content parce que souvent dans la rue, on me dit ah j'ai vu ton making-of. Les gens sont très nombreux à regarder les making-of. Donc il y a quand même ce truc qui fait partie maintenant de l'ADN de notre chaîne qu'on doit garder. Et même si on va peut-être réduire un peu la voilure des making-of et surtout la proportion, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des bons pièges réussis à côté des making-of. Et puis voilà, on avait fait un sondage, je me souviens même à un moment donné, on avait demandé aux gens, il y a 1 an environ, s'ils voulaient qu'on arrête les making-of, parce qu'on se posait la question quand même, parce que nous, ça nous prend énormément de temps. À l'immense majorité, les gens ont dit qu'il fallait qu'on continue les making-of, parce que ça faisait partie de notre chaîne et qu'ils adoraient les suivre. Voilà. Ensuite, nous avons Lucky Tony 9139 qui nous dit personnellement, j'aimerais beaucoup une FAQ afin de mieux comprendre vos décisions et pourquoi vous persévérez dans cette voie malgré autant d'échecs. Oh là là. On a ensuite Laura Théodolin qui dit « Est-ce que vous n'avez pas envie d'abandonner le pire stagiaire après tant d'échecs ?» Voilà. Pourquoi vous êtes des grosses merdes? Ouais. Alors, on a raté pas mal de choses cette année. Le dernier échec, c'était le fleuriste, qui n'est pas de notre fait. Juste pour rappeler les choses, c'est une personne malveillante qui a fait fuiter l'information, on était à 2 doigts de partir et comme beaucoup de commentaires l'ont signalé, le piège aurait sûrement été très drôle et en plus il aurait été plus dans l'ADN et dans la veine de ce qu'on faisait auparavant. Mais je pense quand même, il faut préciser, et là, alors même si ces gens-là ont le droit de penser ça et ils peuvent se poser la question de se dire pourquoi ils persévèrent, je crois quand même qu'on parlait tout à l'heure d'une proportion, je crois qu'aujourd'hui c'est 17 sur 20 des pires stagiaires qui ont été réussis. En parlant de pires stagiaires, c'est quand même un miracle, déjà je trouve, par rapport aux actions qu'on a faites dans les précédents épisodes, en fait. Même c'était presque trop beau pendant une époque, que pendant plusieurs années, tous les pièges réussissaient et qu'on rentrait à chaque fois avec ce qu'on avait imaginé. Bah, si on prend la saison 3, on avait prévu 3 épisodes, on a eu 3 sur 3 par exemple, c'était JNR le rappeur, Sabine la médecin et Sébastien l'installateur d'alarme. On n'avait aucun filet, c'est-à-dire qu'en termes de budget, c'était 3 et si on ratait, c'était pour nous quoi. Et donc qu'on fasse un 100% de réussite, c'était fou. C'était fou. C'était fou déjà, donc peut-être que déjà il faut se dire avant, comment c'est possible que la proportion de réussite soit si grosse? C'est aussi dans ce sens-là que je le vois. C'est-à-dire qu'on a eu, je pense parce qu'il y avait des bonnes idées, des bons piégés aussi en face, des bons complices, etc. Mais je pense qu'on a eu un peu le cul bordé de nouilles, tu vois, et qu'à un moment aussi, c'était super quoi de rentrer tout le temps avec le piège réussi. Maintenant, j'ai envie de dire que la tendance s'est inversée. Alors peut-être à l'extrême, ça veut pas dire que maintenant c'est le bon équilibre, pas du tout. Au final, on a fait que des réussites pendant plusieurs années, et puis là, une année où on a, puis depuis le pire genre, j'ai envie de dire, où c'est vrai qu'on a enchaîné des échecs. Bon, on a eu un pire genre qui a été vraiment un tollé. Avec la famille de Mélissa. Et on a eu le pire stagiaire déménageur. C'est pour ça que je tenais à nuancer quand on dit après tant d'échecs, voilà, c'est pourquoi je dis, bon, il y a eu des échecs, et je pense qu'en fait, on a mis tellement un coup de projecteur, nous, avec nos making-of, sur les trucs échoués, qu'on a l'impression que cette chaîne est devenue une chaîne d'échecs. Et en fait, ça rejoint un truc, c'est que j'ai l'impression
que sur Internet, mais ça nous concerne pas que nous. Ouais. Les gens ont une mémoire assez sélective. Si on se montre en faiblesse dans un making-of, il va y avoir des commentaires genre « mais Greg, il est trop nul », machin. En fait, ces mêmes gens qui auront peut-être rigolé à nos précédentes caméras cachées. En fait, parfois, la transparence peut être dommageable. En fait, on est tellement transparent même dans nos failles, dans nos erreurs, dans nos échecs, qu'en fait, on met le coup de projecteur sur nos faiblesses, en fait, au final. Parce que nous, on prend le parti de cet acte de transparence que personne d'autre ne fait. Ouais. Je pense que sur toutes les autres chaînes de caméras cachées, ou même historiquement, la caméra cachée, je peux vous dire que des échecs, il y en a, ça fait partie du registre. Même les grands de la caméra cachée, d'auparavant, etc., bah jamais vous avez vu leur making-of, jamais vous avez vu, ils vont dire hey, « coucou, regardez comme on a raté, comme on s'est tollé ». On les montre pas pour dire « regardez comme on est nul », on les montre parce qu'on veut être transparent avec vous et qu'on trouve ça intéressant, que vous compreniez les spécificités de ce registre-là aussi. En fait, on veut pas laisser croire aux gens qu'on est des surhommes, qu'on réussit tout à tous les coups. Ouais, si on rate, on se dit bah on leur montre aussi. Et en fait, pour vous montrer que c'est difficile la caméra cachée, et je pense du coup que ça peut être aussi d'autant plus appréciable les réussites qui suivent, parce que vous avez aussi conscience de la difficulté de l'exercice. Et donc nous, quand on fait ça, c'est aussi pour dire que on n'est pas des surhommes et qu'on fait aussi des erreurs. Quand on montre que c'était trop gros dans le déménageur, on a conscience de ce qu'on est en train de montrer. C'est pas les gens au montage qui nous apprennent que du coup ça a été trop gros, c'est-à-dire quand on le diffuse, on l'a vu le montage. Donc on s'est dit, on assume. La caméra cachée par essence de toute façon, et surtout quand il y a un risque tel dans celle qu'on fait nous, où vraiment c'est des mois de préparation et que c'est des pièges très très longs sur une personne, enfin c'est normal entre guillemets qu'il y ait des échecs aussi. Nous dire aussi pourquoi vous n'arrêtez pas. Alors déjà on n'arrêtera pas parce que c'est une passion, enfin on n'arrêtera pas. Il y a un moment donné, si vraiment nous on voit qu'on tourne en rond dans les idées, qu'on se renouvelle pas, etc. et qu'on prend plus plaisir du tout, le plaisir a déjà été égratigné cette année, il faut le dire, on s'est quand même posé beaucoup de questions, mais on arrêtera si vraiment on prend plus de plaisir et qu'on voit qu'on tourne en rond. De base, je veux dire, c'est pas parce qu'on a raté ces quelques pièges, sur tout ce qu'on a pu faire depuis le début. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'en fais de la caméra cachée. Je pense pas que ça vaille le coup de se dire bon bah on stoppe. Je veux dire, c'est comme un footballeur. Il y a des saisons qui sont moins bonnes que d'autres. Il peut être après être extraordinaire. Ouais. On parle souvent même sur YouTube. Là, c'est son prime. Là, il est finito. Mais c'est tellement des raccourcis parce que au final, les carrières, c'est des hauts et des bas. Et bon bah cette année, c'était un bas pour nous. Donc maintenant, le but c'est de se relever et puis voilà, de faire une meilleure saison l'année prochaine. C'est ça. C'est tout. Ensuite, alors, est-ce que t'es prêt pour ton petit bain d'angoisse? Alors, c'est quoi? Alors ça, mais c'est pas possible, c'est pseudo. Softic Cachemire qui dit il faut se rendre à l'évidence. Pourquoi continuer sans jamais se remettre en question et en vouloir au piéger? Vous êtes le responsable de cet échec. Connard, c'est piégé. Ironiquement, à chaque échec de caméra cachée, il n'y a strictement jamais de remise en question de vous-même. Vos dialogues, acting, happening, etc. c'est toujours la faute des autres, des piégés, des proches, des soucis techniques ou je ne sais quoi encore. Parfois, se remettre en question peut être utile. Alors évidemment, déjà, je commencerai par dire qu'on n'en a jamais voulu au piéger. Au piéger, jamais de la vie, jamais. Donc déjà, on n'en a jamais voulu au piéger. Et même à leurs proches. Parce que souvent on nous dit ouais mais vous avez été mal conseillé par truc ou quoi, mais pas du tout en fait. Même on est tellement reconnaissant vers des gens qui nous proposent. Et nous à chaque fois on se dit ce sont des gens qui ont rien demandé. Ah oui, eux ils ont rien demandé à la base. Ils vivent leur petite vie, tranquille, ils acceptent de participer à reportage très gentiment. Et même les proches, ils prennent une grosse responsabilité de nous amener une personne piégée, on va jamais leur en vouloir. C'est à nous après de faire le meilleur piège possible à partir de la matière qu'on nous amène. Mais si ça rate, c'est que notre faute et on en a jamais voulu à un proche. Donc ça déjà, c'est sûr. Après, concernant la remise en question, alors peut-être que c'est nous, dans l'angle de montrer nos making-of et tout ça, peut-être que vous avez cette impression-là, qu'on se remet pas en question. Alors nous, il y a beaucoup de discussions en off avec Dave. Tu me parles souvent de est-ce que là j'ai bien joué, là j'aurais pu faire mieux. Souvent même, tu vas même plus revoir les anciens montages que tu dis putain on aurait pu monter mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mieux jouer. Honnêtement, ouais c'est vrai que j'ai cette sensation, mais c'est bien que tu le dises, mais j'ai aussi cette sensation de me remettre en question sur 1000 trucs. Je pense que ça fait partie de ma nature, d'être un éternel insatisfait. Et indécis. Même sur des pièges réussis. Oui. On va citer une petite anecdote, mais sur JNR, qui est quand même la vidéo qui a le mieux marché. Hein. Et je te dis, je crois qu'on va pas la diffuser. Ouais. C'est même pas pour la forme, hein. Vraiment tu le pensais à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on n'avait pas encore regardé les images. Nous, on avait tu sais la fin, on savait pas trop ce qui s'était passé, on n'avait pas eu... On a regardé un peu, mais je te dis, non, je pense qu'on aurait pu faire mieux, faut qu'on trouve un autre rappeur. J'étais un peu frustré parce que JNR il a pas assez réagi sur certains trucs. Après quand il était monté, je l'ai trouvé cool. Ouais. Une fois qu'il était monté. Mais sinon je disais, j'étais prêt à aller retourner au combat, hein. C'est-à-dire à mettre à la poubelle. Ouais. Mais globalement en tout cas voilà, c'est peut-être qu'on le montre pas assez dans nos making-of, peut-être qu'il n'y a pas assez de séquences là-dessus. Je vous assure qu'on se remet énormément en question. Et même sur les pièges que vous considérez comme réussis. Moi, je suis jamais, il y a jamais un truc où j'ai dit là,
là, ça c'était parfait et il y avait rien à retoucher. J'ai toujours des trucs et même souvent, parce que moi je fais du montage aussi, je monte aussi les épisodes et donc souvent je suis là et je dis à Dave, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ou ça a été mal amené, ou souvent ça tu me dis mais pourquoi t'as eu cette idée après, t'es relou, on aurait pu la mettre. Et je me dis à chaque fois, ça je prends note, je ferai mieux la prochaine fois sur ci, sur ça, même sur des pièges qu'on n'a pas encore diffusés, là tu sais de quelle série je parle, mais ça c'est un truc qui reste confidentiel pour l'instant. Si ça peut rassurer les auteurs de ces commentaires, on a compris, comme on l'a dit avant, on va revenir à du plus basique, en tout cas du plus basique, on va revenir un peu aux fondamentaux de ce qu'on a fait avant. Donc ça, au contraire, on a tout à fait compris. Et preuve d'ailleurs qu'on assume, qu'on se remet en question, c'est que là, bah, on lit quand même les commentaires, ils sont pas uniquement les plus sympathiques, quoi. Donc on lit aussi les critiques dures, parce que justement, on a conscience aussi que d'une certaine manière, tous ces gens ont raison, et que s'ils sont aussi nombreux à dire ça, c'est qu'il y a un problème. Là, on va parler du concept du pire stagiaire. Donc, il y a Julie Navel5234 qui dit, on dirait que des pseudos inventés. Le concept du pire stagiaire est rincé à mort. Les mecs, ça fait 10... Vas-y, tac, tac, tac. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Aujourd'hui, tu dis à n'importe qui, émission stagiaire, il pense à Greg Guillotin et il s'étonne. Faut juste changer le concept, c'est pas très difficile. En tant que tel, le pire stagiaire, pour moi, ça veut tout et rien dire. Je trouve que c'est un registre à part entière. C'est un concept à part entière de caméra cachée. On peut vivre plein d'aventures, en fait. On peut vivre plein d'aventures aussi différentes les unes que les autres, avec des piégés aussi différents les uns que les autres, et avec des gags qui peuvent se renouveler encore sur plein de métiers. Et si on prend une comparaison avec d'autres concepts un peu voisins comme Patron Incognito ou Cauchemar en cuisine, il y en a combien? Je crois qu'il y en a 300 des épisodes. Nous, on en a fait quoi? On en a fait 15. Donc tu vois, c'est qu'il y a tellement de métiers aujourd'hui même qu'on est frustré de pas avoir fait. Rien que si on prend déjà dans ceux qu'on a fait, si on prend par exemple le médecin, enfin Sabine, médecin à Paris, versus le gérant de gîte en montagne, je pense que c'est deux épisodes qui n'ont rien à voir. Bien sûr. Je veux dire, le pire stagiaire, c'est une marque, c'est un concept, mais qui est un concept très large. Il y a tellement de métiers en France. Et de personnages que tu peux incarner. Et de personnages que je peux incarner et de personnages qu'on peut avoir en face, que pour moi, c'est pas un problème de continuer à faire le pire stagiaire tant que l'épisode en lui-même, c'est un renouveau. Moi, j'ai eu la sensation quand on a fait l'agent matrimonial, par exemple avec Jackie, que c'était aussi totalement différent de tout ce qu'on avait pu faire auparavant, avec des rencontres amoureuses, etc. Donc on et là, plongeait Nicolas Suisse, t'imagines en Suisse, un gars comme ça, avec un profil comme ça, on n'avait jamais eu ça, et avec qui on aurait pu le comparer? Personne. Et donc le problème, pour moi, sur ce qui vient de nous arriver cette année, c'est surtout venu d'erreurs de notre part, sur des choix d'écriture, on l'a dit, trop grosses parfois, des ficelles trop grosses, des trucs auxquels on ne croit pas, qui s'éloignent trop de la réalité, et des choix de piéger aussi, où on a fait des erreurs. C'est notre responsabilité, on a manqué de discernement. Tout ça pour dire que le pire stagiaire, ça veut tout et rien dire, que je pense que la seule chose qu'on doit s'imposer, c'est un renouvellement des profils, c'est d'ailleurs des profils qu'on n'a jamais fait, un renouvellement d'écriture des gags qu'on n'a jamais fait, et puis qu'il y ait une bonne combinaison entre tout ça, et que ce soit des métiers nouveaux aussi. Et la vraie limite, et on en parle souvent, parce qu'autant rentrer dans le sujet, c'est mon âge. Je pense qu'un stagiaire, ça doit être jeune. Après, il y a des stagiaires qui ont 50 ans en entreprise, mais bon, c'est plus anecdotique. Ça peut être de la réinsertion ou des gens qui se réorientent. C'est à ça qu'on réfléchit actuellement. Ça va peut-être même nous obliger à faire des nouveaux persos. Des persos qui seront en réinsertion. Donc ça peut ramener un truc comique si c'est des mecs qui sortent de prison ou Ouais, ou alors qui se réorientent, qui sont perdus dans leur vie un petit peu, c'est un peu ça. Mais ça me va bien. Non mais par exemple, si on reprend le concept du pire gendre, être un gendre, tu peux le faire à n'importe quel âge. Le pire stagiaire, c'est vrai qu'à un moment, on peut se dire qu'on va arriver à la fin d'un cycle et c'est pas grave. C'est vrai que si à un moment on sent qu'on est à la fin d'un cycle sur le pire stagiaire, on arrêtera. Voilà, et si ça devient infaisable, impraticable. Ceci dit, et précisons quand même ça, il y a d'autres concepts qu'on est déjà en train de faire. Donc c'est vrai que là, je relisais la phrase, il faut réfléchir à un nouveau concept de caméra cachée. Alors, on en a fait beaucoup auparavant, des concepts différents, mais en fait, effectivement, on adore ce concept du pire stagiaire, mais on est sur d'autres trucs, des choses dont on peut pas parler pour l'instant, mais un concept où on piège, voilà, je peux pas trop en dire, mais en tout cas, c'est un concept très cool, qui a rien à voir avec le pire stagiaire. D'ailleurs, c'est même pas en caméra assumée en mode forfatage, c'est la caméra cachée. Il y a d'autres concepts qu'on a envie de faire revenir. Moi, le pire anniversaire, je trouvais ça très bien, on en a fait qu'un. Je pense qu'il y avait toute une autoroute devant nous pour ce concept-là, on l'a pas exploité. L'oreillette. Souvent, je te parle, il y a le truc de l'oreillette. Alors, si on parle de caméra cachée, parce qu'après, on a aussi des envies de fiction, donc on pense à plein de trucs. En fait, on est tout le temps en train de... Malheureusement, au milieu de nos échecs, parfois, ça nous empêche d'avancer à la vitesse à laquelle on voudrait, mais on fera pas que le pire stagiaire. Même souvent, je t'en parle, j'ai plein d'envies de camcache, les notes là dans mon téléphone et tout. C'est pas le manque de créativité, en tout cas, qui nous fait continuer avec le pire stagiaire. C'est l'amour qu'on porte pour ce concept et le fait que ce soit un super terrain de jeu. Encore une fois, par rapport à l'âge, maintenant, on verra sur les prochains ce qui passe pas. Et d'ailleurs, prochaine question, c'est sur l'âge. Tu es trop vieux pour être stagiaire, faut faire de la reconversion maintenant, lol. En vrai, c'est vrai. Faire de la reconversion, c'est ce que tu disais. Encore une fois,
Si on se rend compte que le pire stagiaire, ça devient gênant parce que t'es plus dans le truc et tout, bah on arrêtera. On peut faire d'autres choses. C'est vrai que je lisais aussi un autre commentaire qui disait que la notoriété était devenue impossible à gérer. Alors ça, je le redis, c'est devenu un calvaire, effectivement. La notoriété, ça nous démultiplie nos temps de production et ça devient de plus en plus compliqué. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que parfois on est un peu frustré de pas avoir des profils qu'on cherche. C'est tout simplement parce que, en fait, dans ceux qu'on nous propose, c'est des gens qui me connaissent pas et que du coup, dans ceux qui me connaissent, il y a peut-être les perles rares qu'on aurait aimé. Les taux se resserrent énormément. Ok, on peut toujours trouver des gens qui regardent ni la télé ni internet, qui me connaissent pas, etc. Mais ça nous prend tellement de temps que peut-être qu'à un moment on peut se dire, allez, le jeu en vaut pas la chandelle et on stoppe là. Ensuite, mon Dave, on a Master Frank qui dit le personnage de Louis Vignac. Alors là, on va parler du perso maintenant. Le cœur bas. Le personnage de Louis Vignac ne fonctionne plus malheureusement, car trop théâtre, les gens sont pas aussi débiles. L'arrivée en hélicoptère, c'est du n'importe quoi. Voilà, Ico, on reprend un petit coup derrière la tête. Bucanosaur qui dit courage les gars, malgré tout on restera fidèle. Par contre, oubliez le personnage de Louis Vignac avec ses moins de 10. C'est beaucoup trop surjoué, pas crédible du tout. Ou bien éventuellement le retravailler complètement pour en faire un perso gâté, antipathique, mais le côté aristocrate, c'est trop gros. Et on a aussi 5 trucs 665 qui nous demandent pourquoi on a tant changé le perso de Louis Vignac qui aujourd'hui ressemble à une caricature. J'ai besoin de boire de l'eau là. J'ai besoin de boire un peu d'eau. Voilà, c'est bon, je suis prêt à affronter ces critiques en pagaille. Déjà, Louis Vignac, pour ceux qui l'ont remarqué, il a changé beaucoup entre... Ce serait mentir de dire qu'il n'a pas changé entre le moment où on a fait Orange, par exemple, avec Julie sur le bateau, et effectivement avec Franck aujourd'hui, ou même JNR, qu'il avait déjà beaucoup changé. Bien sûr. Et moi, j'étais content du résultat, par exemple, sur JNR ou sur le J-Ranjit. Les premières fois que je l'ai fait, j'aimais beaucoup. Je me disais, il y a un vrai truc à faire, le fils à papa et tout. En plus, c'est trop bien parce que ça fait toujours grincer des dents, le clivage social quand on piège quelqu'un et qu'on est focus sur l'argent et tout ça. Enfin, j'aimais beaucoup l'univers, mais j'ai voulu le développer parce que je le trouvais pas assez développé. Et on était d'accord tous les deux. On disait, ouais, il y a une bonne piste. Je sais que sur le bateau Orange, même le rire, je l'avais déjà dit, je sais plus dans une autre vidéo, mais le comme ça, je l'ai fait. C'était en live. Donc c'était presque la veille que je me dis, ah tiens, je vais faire un fils à papa. Mais derrière, je me suis dit, il y a une bonne ébauche, mais c'était pas un personnage complet. Ce qu'on aime, c'est créer des vrais persos. Alors effectivement, on a conscience qu'il est cartoon, il est un peu BD, Louis Vignac. Même nous, on était surpris quand on arrivait à faire des pièges très complets avec ce personnage et que le piégé y croyait en face et qu'il en doutait pas une seconde. Parce que ceux d'avant, ils se doutaient pas de Louis. C'est d'ailleurs le personnage qui nous fait le plus trembler avant. Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, à chaque fois que je sais qu'on va faire un Louis Vignac en face d'un piégé, c'est celui où je me dis c'est le plus dur à faire passer. Parce que par exemple, tu vois, quand tu fais Samuel ou Guillaume, c'est des personnages qui existent. Louis Vignac, il est quand même tellement dans une autre réalité qu'il est beaucoup plus technique à faire passer, bien sûr, à crédibiliser. Bien sûr, mais même nous, on le sait, c'est-à-dire qu'on se dit à chaque fois, ouais, bon, des aristocrates fin de race comme ça. Marche. Ouais, c'est un kiff quand ça marche. Donc à chaque fois, on se dit le jeu en veut la chandelle et on a bien fait de prendre ce risque. N'oubliez pas, sur le J-Ranjit, on a bien fait de prendre ce risque sur le pâtissier, on a bien fait de prendre ce risque sur JNR. On a bien fait de prendre ce risque aussi sur la famille qu'on avait piégée pour le pire gendre. Quand ça rate, c'est comme je disais tout à l'heure, quand je disais que des personnes avaient la mémoire sélective, c'était un peu ça, c'était de dire, bah si tu rates une fois, après on te dit il est trop gros. D'un coup, on a l'impression que Louis Vignac, c'est le pire personnage. Je rappelle juste que jusqu'à maintenant, jusqu'à l'échec de Franck, avant l'échec de Franck, c'était le personnage qu'on nous demandait tout le temps, partout. C'était le perso qui faisait le plus l'unanimité. Je te disais, à la limite, un MC Guillaume était plus clivant. Il y a plein de gens qui aimaient pas ce personnage. Parce que trop vulgaire et tout. Mais Louis Vignac, j'avais l'impression que c'était intergénérationnel. Et même dans la rue, ou sur internet et tout, on nous demandait tout le temps ce perso. Mais bon, peut-être que j'en ai fait un peu trop sur Franck, et je suis prêt à l'entendre, j'ai regardé les images, mais c'était tellement sur un court moment de piège que c'est difficile de dire j'en ai fait trop. Avec un mec qui le savait en fait. Et un mec qui le savait, et qui m'avait... Et en plus, vous m'aviez informé qu'il le savait, donc je perdais un peu pied et tout. Donc, je sais pas si on peut résumer Louis Vignac à ce court moment de l'hélicoptère ou le face-à-face qui était très court. Moi, je pense que Louis, peut-être qu'il y a un entre-deux à trouver, peut-être qu'il faut que je redescende à nouveau encore d'un cran. À nous de faire un bon piège avec ce perso, et on a prouvé par le passé que c'était possible. Il faut des gens qui connaissent pas ce monde-là. Franck, on a appris par la suite que parfois il déposait des meubles dans des maisons avec des gens qui avaient énormément d'argent, qui étaient très riches et tout, et ils se disaient mais ça n'existe pas ce genre d'aristocrate. JNR, il n'avait jamais rencontré des gens comme lui, donc il pouvait y croire. Ça dépend aussi de qui il côtoie aussi. Voilà. Ouais, voilà, il y a Valentine qui dit derrière parce qu'elle reçoit des tas de candidatures disant nous on veut Louis Vignac, et c'est vrai que c'est encore le personnage le plus plébiscité. Ensuite, on va parler des fakes. Franchement, refaites des fakes, c'est sacrément bidon là. Et l'autre, on en a une. Alors... Ah bah c'est le même, c'est le même mec. Ah bah c'est le même mec. Et il a mis ça à 3 semaines d'intervalle. Tsukio a vraiment brisé cette chaîne. Si t'avais continué à faire des fakes, j'aurais été le premier à liker. C'est un fan de fake, genre. J'aurais été le premier à liker et kiffer les vannes faites. J'ai l'impression, il ne dit pas ça méchamment. C'est-à-dire qu'en gros,
Il nous dit que c'était mieux quand on faisait des fakes, d'accord? Je vais en profiter pour remettre les points sur les i une dernière fois parce qu'il y a toujours beaucoup de confusion au sujet de cette histoire-là. Et d'ailleurs, il y en a plein qui découvrent cette histoire parce qu'à l'époque, ils étaient trop jeunes ou ils suivaient pas encore nos vidéos. Donc, c'est important qu'on en parle et je le fais vraiment, j'assume totalement d'en parler parce que je pense qu'on a tellement plus rien à cacher. Ouais. Je pense qu'on s'est tellement mis à poil à ce sujet-là. Jamais ne croyez ceux qui vous disent qu'on a, avant la polémique de 2018, triché toute notre chaîne. C'est absolument faux. On a fini par avouer la totalité de nos caméras cachées qu'on avait truquées à l'époque. C'était entre 2010, tu me dis Dave si je me trompe, je suis très mauvais dans les dates, mais c'était entre 2010 et 2017, il me semble. Ouais, ça. On avait effectivement pris des comédiens dans certaines séquences de caméras cachées, voire dans 2 caméras cachées entières qui étaient Annabelle 1, Annabelle 2. Caméra cachée d'horreur. Caméra cachée d'horreur. Mais sinon, c'était dans certaines séquences de caméras cachées. On a effectivement pris des comédiens, on n'aurait pas dû le faire, on s'est longuement expliqué à ce sujet-là. On va évidemment pas refaire notre mea culpa encore 8 ans plus tard. Ceux qui ont vu notre vidéo d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait L'entreprise du fake. On avait fait une fiction, en fait c'était un scénario où on dévoilait toute la vérité. Bref, on l'a déjà dit, il y a eu 5%, vraiment, il y a eu 5% de caméras cachées qui ont été truquées entre 2010 et 2017. Aujourd'hui, ce ratio doit être en dessous des 1% si jamais on y ajoutait du coup tout ce qu'on a fait depuis, puisqu'on n'a rien triché. On n'a pris aucun comédien depuis 2017. 2018 du coup. Depuis 2018, le moment de la polémique, il y a eu du 0%. Donc aujourd'hui, quand on nous dit Greg, l'éternel faker et tout, je pense vraiment, c'est pas encore une fois pour se dédouaner de ce qu'on a fait à l'époque, parce qu'on le regrette amèrement et qu'on n'avait pas besoin de faire ces fakes. En plus de ça, la liste des fakes qu'on avait dévoilés, elle est toujours disponible, elle est toujours en ligne. Vous allez dans la vidéo La vérité sur les fakes, je sais plus comment elle s'appelle, et dessous vous avez même le lien dans la description. Aussi, sous toutes les vidéos concernées de l'époque, donc elles sont au nombre de 11 je crois, il y a 11 vidéos qui sont concernées. On l'a mis en description. Il n'y a aucune séquence du pire stagiaire, du pire gendre ou de tout autre gros piège qui est triché. À l'époque même, on avait déjà fait le super stagiaire orange, qui est la genèse du pire stagiaire. Ça a été fait même avant cette polémique. Il y avait 0 séquence truquée dedans. Ça faisait partie de nos 95% de vrai. Quand je parle des gros pièges, ça me tient vraiment à cœur de le dire parce que quand on trichait ces séquences-là, même si encore une fois, c'était une énorme connerie de l'avoir fait. Et en plus, double connerie parce que j'ai menti par derrière. Mais quand on faisait ces séquences-là, on voulait obtenir une réaction trichée, rapide à obtenir, une réaction de peur, une réaction de rire. Là, sur les gros pièges, ça nous est pas venu une seule fois à l'esprit. Pire stagiaire, pire gendre, pire anniversaire, tous les trucs, les gros pièges, vous voyez, avec un mono piégé. Pas une seule fois, même avant la polémique, on s'est dit, on va tricher ça parce que c'est tellement savoureux d'avoir des vraies réactions sur 8 heures. Parfois même on a des réactions qui sont génialissimes, on se dit mais jamais de toute façon ça aurait pu être écrit ce truc-là. Et je me souviens qu'à l'époque, il y a quand même 2 mecs qui ont fait une vidéo, c'était après la 3e saison du pire stagiaire, et qui ont tenté de nous décrédibiliser et de faire croire aux gens que le pire stagiaire était faux. On en a fait une vidéo parce qu'on se sentait l'obligation de répondre pour aussi se dire ok, ça servira d'exemple à tous ceux qui maintenant veulent enquêter pour dire regardez, le pire stagiaire c'est fake. Le pire stagiaire, on a tout à disposition, tous les rushs et tout pour prouver systématiquement sur quel que soit le piège que tout est vrai. Et donc ces mecs-là, on a répondu à leur vidéo en montrant qu'ils avaient tort et qu'ils se trompaient, que JNR était vrai, que l'installateur était vrai. Pour n'importe quel de nos pièges dorénavant, et cela depuis maintenant 2017, il n'y a aucun problème. On dort sur nos 2 oreilles et on a toute la matière. Si un jour on va encore nous attaquer là-dessus, on a toute la matière pour prouver que non, c'est réel, ce qu'on a fait est 100% vrai. Et justement, j'enchaîne le commentaire de Cyril Gann. C'est lui, hein, c'est lui, Cyril, on va se parler. Donc il a laissé ce com en 2022. Il dit sur un forum, « Hello, vous vous rappelez de ce mec qui avait dit qu'il ne ferait plus de fake? Dans cette vidéo, Otavio est sûrement un acteur car je l'ai repéré sur une vieille caméra cachée. » Il met le lien de la vidéo en question. Sur cette autre vidéo, assez vieille de caméra cachée, j'ai l'impression que c'est le même mec à 1 minute 27. Putain, Otav, c'est quoi? Le traître. Si on fakeait nos vidéos, imaginez comment on serait riche. Le pire stagiaire, je crois qu'à chaque vidéo qui sort, la moyenne elle est vers les 15 millions de vues. Imaginez si jamais on fakeait nos vidéos, c'est-à-dire la facilité qu'on aurait à créer le pire stagiaire. Imaginez tous les déboires qu'on a rencontrés ces dernières années. Vous voyez bien qu'on sort une vidéo tous les ans. Si jamais on fakeait nos vidéos, mais vous en auriez souvent. Je veux dire, si le pire stagiaire était fake, si on piégeait... C'est tellement facile. Après, moi je suis sûr que ça aurait jamais la saveur de ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est ça qui est miraculeux, c'est le spontané, l'instantané, les échanges à bâton rompu avec les piégés. Je pense que ce serait jamais aussi drôle, mais dans ce cas-là, notre chaîne serait alimentée toutes les semaines, les amis. On pourrait en trouver à foison des gens qui disent ah bah tiens,
tiens, t'es maçon, vas-y, on va faire une journée de stage, tu vas me faire croire que... Et du coup, bah, on pourrait poster des vidéos beaucoup plus facilement. Maintenant, le soupçon sur Otavio. En fait, j'ai lu ce commentaire parce que ça fait plusieurs fois qu'on le voit passer. Il y a un soupçon qui revient assez souvent et on va y mettre un terme. Ça me tient à cœur parce qu'Otavio, c'est vraiment, je crois, un de mes piégés préférés, si ce n'est mon piégé préféré. Je crois que c'est un des pièges sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir. Et du coup, quand on touche à Otavio, ça va pas du tout. On sort les dents. Ça, je peux pas laisser passer. En fait, j'ai juste voulu voir si... Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Je dois admettre un truc. Pascal Selem, à une époque, putain, ça c'est vraiment... Mais ça c'est la poisse, ça c'est nous, ça, tu vois. Il s'avère qu'il a piégé un mec un jour. Donc c'était... Il m'a dit que cette camcache, elle remonte... Je crois que c'était vers 2000. Donc cette camcache qui date peut-être des années 2000. Effectivement, à un moment donné, il s'installe avec un camion de pizza. Il se met pile devant un restaurant italien. Très bonne idée d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et en fait, il y a le pizzaiolo qui sort. Et ce pizzaiolo, il ressemble effectivement à Otavio. Il y avait un débat entre nous. Moi, je croyais qu'il ressemblait vraiment. Toi, t'as toujours dit non. Bah, déjà, l'accent, la voix, etc. Pour moi, ça n'avait rien à voir. Ça va pas? Vous êtes malade mental là? Qu'est-ce que vous faites là? Ce que je te propose, c'est qu'on aille dans mon bureau. Ouais. Tu vas montrer tes capacités. Otavio, on sent qu'il a un accent un peu hispanique ou j'en sais rien. Et lui, je me disais, mais il a un accent un peu italien, un peu rebeu, ça a rien à voir. Et donc, je me disais, mais quel rapport? Après, physiquement, tu dis, la personne peut changer, mais l'accent, on peut pas changer. Le mec, ses origines. Val, Adam, vous l'avez vu, il ressemble ou pas? Il lui ressemble un peu, ouais. Il lui ressemble. Il y a un air. Bon, je me fais l'avocat du diable. Quand je l'ai vu, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Non, mais je me suis demandé. Après, j'ai vu que c'était pas lui. Mais honnêtement, non. Il lui ressemble. Il lui ressemble, mais de là à penser que c'est lui, c'est ça que je fais comme différence. Ah oui, les amis, mettez-le en commentaire si jamais vous trouvez qu'il lui ressemble. Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous trouvez qu'ils se ressemblent les deux? J'ai écrit un mail à Pascal Selem parce que ça me rendait fou ce truc-là. Donc à une époque, j'ai envoyé ça le 26 décembre 2019. Je vous assure, ça me rendait ouf parce que vraiment, Otavio, le lendemain de Noël, ouais, le mec, il y a que ça à se foutre. Ouais, en plus, il fait chier Pascal Selem le lendemain de Noël. Il va être en famille et tout. Et je lui dis, hello Pascal, voilà plusieurs fois qu'on m'envoie des messages accusant Otavio d'être un comédien. Je lui demande quand même, hein. J'ai voulu mener l'enquête. Hein. Mais si un jour on venait vraiment à nous embêter avec ça, as-tu de ton côté des renseignements quelconques sur cette caméra cachée ou ce piégé qui nous permettrait de retrouver cette personne que tu as piégée? Aurais-tu gardé une session de droit à l'image de cette caméra cachée avec le nom du piégé dessus? Bon, j'imagine qu'il y a peu de chances que tu aies tout ça, mais on sait jamais. Merci d'avance pour ton retour et passe de bonnes fêtes, comme quoi tu vois, j'étais pas égoïste. Et il me répond le 26 décembre, entre camcacheurs, le 26 décembre, on charbonne, on est sur la camcache. Et il me dit, alors je peux t'assurer que ce n'est pas ton Octavio. Effectivement, cette camcache a au moins 15 ans, si ce n'est plus, ça y est. Donc tu vois, c'est peut-être trompé, ça devait être vers 2005. Donc. Et je te certifie qu'il est bien italien, mais hélas, je n'ai plus mes autorisations et je ne me rappelle pas où on avait tourné. Ce dont je me souviens, c'est qu'il était tout petit. Désolé de ne pouvoir t'aider davantage. En ce qui concerne les messages que tu reçois, c'est moi. Bon, c'est un petit boutade. Il rajoute, non, qu'ils aillent se faire enculer. Bonne soirée et à bientôt. Il a vraiment dit ça. Bon, Pascal vous a dit que ça a été fait il y a 20 ans. Donc maintenant, c'était vers 2005. Otavio, je sais pas si quelle crème anti-âge il aurait. Entre les deux vidéos, il a pas vieilli. Hein. Voire peut-être qu'il s'est rajeuni. Ouais, il a un peu rajeuni. Le mec de la pizzeria qui a moins de cheveux, ça veut dire qu'Otavio aurait une repousse des cheveux entre temps. Ouais, là, en Turquie. Bon, éventuellement, en Turquie. Ça veut dire que Selem, il faisait du fake aussi, si jamais c'était un faux. Ouais, c'est-à-dire qu'on le met dans la sauce, Pascal Selem. On te prend avec nous. C'était important pour moi de vous prouver par l'exemple que ceux qui disent que le pire stagiaire est fake et qui vont nous trouver des exemples comme ça se plantent totalement parce que c'est mon chéri d'Otavio. J'ai voulu mener l'enquête, voilà comment j'ai fait pour retrouver la personne que Pascal Selem avait piégée à l'époque. Salut, c'est Inspecteur Greg. Alors voilà comment j'ai pu prouver que le restaurateur piégé par Pascal Selem au début des années 2000 n'est pas notre grand Otavio piégé en 2018 dans Le Pire Stagiaire agent immobilier. J'ai d'abord scruté attentivement la vidéo de la caméra cachée de Pascal Selem. Dessus, un arrêt sur image m'a permis de voir à quel angle de rue la caméra cachée avait été tournée. On avait sur cette capture deux informations de lieu, un panneau de rue avec écrit dessus ce que l'on peut déchiffrer comme boulevard de la République et un panneau de direction avec écrit dessus Nanterre-la Défense. J'ai alors interrogé ChatGPT pour savoir quelles sont les villes en Île-de-France qui ont un boulevard de la République et qui sont situées proches de Nanterre et de la Défense. Sont alors ressorties 4 villes. Sur Google Maps, j'ai alors parcouru scrupuleusement le boulevard de la République de chacune de ces 4 villes dans l'espoir d'y trouver un angle de rue ressemblant à celui de la caméra cachée de Pascal Selem. Sur les 3 premières villes, ça n'a rien donné, mais arrivé à la Garenne-Colombe, c'est bingo. Alors la devanture du resto a un peu changé, mais c'est bien le même endroit. Et pour moi, le restaurant qui est situé à cet angle est celui dans lequel le sosie de Otavio travaille ou travaillait, car la caméra cachée de Pascal Selem reposait sur le fait de placer son camion de pizza devant une pizzeria. Donc le restaurateur mécontent qui est venu voir Pascal
travaillait forcément derrière le camion de pizza et donc dans le resto situé à cet angle de rue. Et maintenant, grâce à Google Maps, je possède donc une info clé, le resto s'appelle La Diva. On a alors récupéré le numéro de La Diva dans Google et Valentine, notre assistante de prod, a appelé le restaurant pour expliquer que nous étions à la recherche d'une personne qui a été piégée à la même adresse il y a plus de 20 ans. Et là, le restaurateur, au bout du fil, a alors expliqué à Valentine qu'il voyait très bien de qui il s'agissait. Ce monsieur piégé est l'ancien propriétaire du restaurant et celui-ci a revendu le resto il y a plusieurs années. Le nouveau proprio n'avait malheureusement pas le numéro de ce monsieur qui a été piégé il y a plus de 20 ans, mais il nous a indiqué son nom, il s'appelle Waggy Danial. J'ai alors entré sur Facebook le nom Waggy Danial, je suis tombé sur un monsieur qui ressemblait trait pour trait au piégé de Pascal Selem comme en attestent ses photos. J'ai donc immédiatement envoyé un message à Waggy sur Facebook, mais celui-ci est resté sans réponse. Mais je ne me suis pas démonté, j'ai choisi de regarder dans les amis de Waggy et de choisir dedans une personne pas trop âgée. Au hasard, j'ai choisi un Michael et je lui ai écrit via Instagram. Je me suis dit qu'il y avait des chances que cette personne me connaisse et qu'elle ait le numéro de Waggy. Et bingo, Michael m'a répondu, il connaissait mes vidéos et allait se débrouiller pour m'envoyer le numéro de Waggy. On allait enfin pouvoir prouver que Otavio n'est pas... Otavio. David a alors appelé Waggy pour lui expliquer la situation. Michael, vous avez prévenu que... Oui, tu veux venir me voir quand? Waggy nous a alors donné rendez-vous dans son actuel restaurant, le Mamma Mia à Courbevoie cette fois-ci. C'était parti, on pouvait aller rencontrer Waggy, le premier homme sur Terre qui a été piégé dans une caméra cachée et qui a soi-disant un sosie qui lui aussi a été piégé dans une autre caméra cachée. On a d'un côté un monsieur qui s'appelle Otavio Engelke, qui est d'origine brésilienne, qu'on a piégé en 2018, qui paraissait avoir la cinquantaine. De l'autre côté, on a Waggy Danial, d'origine italienne, qui, lorsqu'il a été piégé il y a environ 20 ans, semblait avoir la cinquantaine également. Donc on a dit, il n'y a pas de variation au niveau de l'âge. On va aller voir Waggy et on va faire un visio avec Otavio, qui lui maintenant a changé de métier. Ouais. Otavio ne travaille plus dans l'agent... D'ailleurs, il a été agent immobilier que 1 an, je crois. Ouais, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Parce que lui, c'était un truc de transition. Il y a eu le Covid. L'agence, malheureusement, elle a fermé. On embrasse Sabine d'ailleurs, qui était sa patronne. C'était un coup dur pour eux. Otavio est parti travailler en Afrique. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu la voir en physique. Mais on va aller voir Waggy. On va appeler Otavio et Otavio va parler à Otavio, du coup. Voilà, donc on y est, devant la pizzeria Mamma Mia de Waggy. Après mon enquête, on a retrouvé, mais tu te rends compte, on a retrouvé sur le nom d'une rue. Parce que là, on est à Courbevoie. Lui, il avait son restaurant avant qui était à la Garenne-Colombe. Maintenant, il a fermé son resto, mais il a toujours des restaurants. Donc il nous attend et on va aller le voir. Voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu cherches Waggy? Ah oui, il est là. Ah, merci. Salut. Bonjour, enchanté. Salut Waggy. Ça va Waggy? Oui, ça va très bien. On représente Waggy. C'était, attends, le sosie d'Otavio. 1990. En 1990? Ouais, facile. Ça, c'était fort. Hein. Ouais. Trop fort. Moi-même, j'ai bien aimé. Vous avez garé le camion pile en face de... Là, en face, le restaurant. Je sors là-dedans. Je dis, quoi là? Il était malade, mais t'as vu? Après, on était mort de rire parce qu'il m'a grave. En fait, nous, on fait des caméras cachées aussi. Sauf que toi, t'as quelqu'un qui te ressemble beaucoup dans les gens qu'on a piégés. Ah, d'accord. Et donc, les gens, ils disaient, mais c'est un faux. Du coup, c'est-à-dire c'est un comédien. Là, quand on voit Waggy, oui. Ouais, mais il ressemble moins à Otavio en vrai. Ouais, grave. Parce qu'on avait l'impression dans la vidéo, l'angle. En caméra cachée. Oui, oui, je comprends. On montre Otavio. Ouais, c'est lui en fait. Et dis ce que tu ressembles. En fait, à l'époque, tu ressemblais un peu plus. Ouais, Ça, c'était tes caméras cachées, ça. On peut parler d'eux. Ah oui. Regarde, toi, t'es là. Ah oui, pareil. C'est presque. Même le dos. Mais Otavio, c'est un agent immobilier. Et on va l'appeler maintenant. Ah, ça va, Otavio? Oui, impeccable, et toi? Ça va, ça va. Alors Otavio, déjà, on te remercie pour ton temps. Moi, ça me fait très plaisir de te reparler. Alors, il y a un monsieur qui est à côté de nous. Il s'appelle Waggy. Selon les gens, c'est toi. Mais ce n'est pas toi, du coup, puisqu'on en a la preuve, vu que vous êtes deux personnes différentes. Et donc, Waggy est là. Donc, vous voyez que vous ressemblez pas beaucoup. Alors, c'est vous. C'est les images d'il y a 30 ans de vous qui vous confondent avec moi, c'est ça? Exactement. C'est pas une histoire de piégeage dans une pizzeria, vous? Oui. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Parce que très souvent, j'avais vu des remarques là-dessus. Il y a des gens qui t'en ont parlé, Otavio? Je ne sais pas où j'ai vu ça. Je crois que c'était quand il y avait des commentaires sur le piégeage, l'agent immobilier qui disait mais on a déjà vu ce monsieur-là avec une pizzeria ou je ne sais quoi. Et bah, c'était Waggy. Ah, c'était moi, oui. Donc là, c'est Otavio qui parle à Otavio. C'est très sympa. Voilà, Otavio il est là. Ce monsieur, il est là. C'est pas du tout ça. Bon, je suis content de t'avoir parlé. Écoute, on espère te voir très bientôt. Si un jour tu passes en France, tu nous fais un petit coucou avec plaisir. Il y a David qui est là, évidemment aussi. Comment tu vas? Ça va? On se voit avec plaisir. Avec grand plaisir. Allez, bisous Otavio, à très bientôt. Bon courage. Allez, salut. Ciao. Bah, c'est génial. Merci beaucoup. Au moins, on a la preuve. Ouais, grave. Et en plus, maintenant, je vais venir manger ici avec ma copine. Je l'amènerai un soir. Oui, avec plaisir. Merci pour ta gentillesse. Bonne soirée, Waggy. Et voilà, c'est une enquête résolue par Inspecteur Greg. Et si certains pensent encore que c'est Otavio qui a été piégé dans la caméra cachée de Pascal Selem, là, on ne peut plus rien faire. Et on remercie l'adorable Waggy Danial
de s'être prêté au jeu. Si vous voulez aller lui faire un petit coucou, vous pouvez aller manger une petite pizza à Courbevoie dans son restaurant, le Mamma Mia. Voilà, grâce à Inspecteur Greg, on peut m'applaudir. Bon, je pense que les choses sont assez claires. Mais bon, c'était important qu'on le fasse. Les amis, perdez pas votre temps à essayer de prouver que le pire stagiaire est fake, que le pire stagiaire est 100% vrai. Comme ce jeu. Comme ce jeu de société. Et on va, voilà, on fera pas ça à chaque fois. On va pas à chaque fois mener l'enquête et tout. Là, c'était marrant. En plus, c'est cool parce qu'on a pu parler à Ottavio. Ça faisait longtemps qu'on lui avait pas parlé au téléphone, qu'on l'avait même pas vu, ou tout simplement parce que maintenant il est très loin. D'ailleurs, on voulait faire, on revient sur l'agent immobilier. On l'avait appelé parce que dans les prochains qu'on voudrait faire, on aimerait faire venir le piéger et savoir un peu ce qu'il est devenu. Là, pour l'instant, c'était compliqué parce que justement, il est pas en France. Ouais. Mais c'est un des épisodes oui, qu'on va faire. On voudra faire ça avec Ottavio dans les premiers. Et on invitera Waggy aussi. Pour ceux qui sont toujours pas convaincus, qu'est-ce que le visio est faux, on les mettra à côté l'un de l'autre. Et tu sais que Waggy, quand Dave a eu Waggy au téléphone, je me suis dit, putain, il aurait été trop bien comme piégé. Après, on s'est dit, mais ce serait pas bizarre sur la chaîne d'avoir Ottavio et le sosie d'Ottavio qui sont piégés dans 2 épisodes différents. Parce qu'il connaissait pas. Non, il connaissait pas le pire stagiaire. Tu me disais, attends, t'es sûr que tu veux qu'on lui dise la vérité parce que peut-être qu'on peut le piéger avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, Dave, le tambour, a priori, il peut rester là. Ouais, ça va, c'est bon. Oh quoi, tu peux peut-être le ressortir sur celui-là. Hugo, qui dit arrêtez avec vos budgets ridicules. François Damien, c'est un génie des caméras cachées et c'était pas autant de budget. On a reçu pas mal de commentaires de ce genre et on a vu aussi pas mal de ce genre. Et là, c'est la preuve qu'il y a aussi des internautes qui, au sein des commentaires, sont en désaccord. Donc c'est Night5395 qui dit les gens parlent de retourner à la simplicité des pièges pas trop construits, mais pour moi, ces pièces de théâtre, c'est justement votre identité. Les petites caméras cachées simples, il y en a déjà eu partout ailleurs. Effectivement, c'est extrêmement risqué pour vous si ça passe. Je pense que personne d'autre n'aura fait et ne fera de piège de cet acabit. Même si niveau budget, ça doit être compliqué, j'espère que vous aurez encore l'occasion d'en tenter d'autres comme ça et que ça marchera. Courage et merci pour tout l'équipe. Ah, lui, il est gentil. Mais vraiment, ça fait plaisir de recevoir ce genre de commentaires et ça fait plaisir de les lire aussi. Parce que ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, disant que c'était notre ADN. Bien sûr. C'était des pièges qui marquaient notre identité. On a plusieurs choses à dire, je pense, pour répondre à ces deux idées qui s'opposent. Déjà, parlons de François Damiens. C'était, je pense, un boss, vraiment le boss dans son domaine. François Damiens, dans les caméras cachées, comme il les fait lui, c'est-à-dire où il campe le rôle d'un commerçant, souvent. C'est souvent quelqu'un derrière son guichet. Où il piège, voilà, il piège les gens à la chaîne. Nous, on n'a même jamais voulu aller sur son registre. Tout simplement parce que c'est le boss. Je pense qu'il n'y aura jamais aussi drôle que lui. Et même si j'adore même les Jean-Yves Lafesse ou autres, c'était quand même dans ce domaine-là, ce type de caméra cachée. Il y a aussi chacun des mecs dans la cam cache à apporter sa touche, tu vois. Mesrahi, c'était les interviews. Lafesse était dans la rue. Baffy aussi, mais dans un autre style. Nous, on se disait aussi, comment t'inscrire là-dedans? C'est en faisant autre chose. En fait, ça sert à rien de refaire du Damiens, ce qui forcément sera moins bien que du Damiens. Surtout, moi, quand je faisais Ben Guide déjà à l'époque, j'avais déjà cette ambition et cette volonté d'aller vers un truc qui dure, où je campe un perso, et de piéger une personne sur une durée longue, avec un thème défini. Ça, c'est déjà même avant que j'avais cette envie-là, parce que j'ai été bercé aussi par des Mr Bean, par le film Truman Show, des choses comme ça, ou Borat, Sacha Baron Cohen, qui peut-être se rapproche un peu plus de cet aspect-là. La caméra cachée, ça veut tout et rien dire, dans le sens, effectivement, tu l'as très bien dit, il y a plusieurs domaines, des sous-genres au sein de la cam cache. C'est-à-dire qu'un Baffy ne fait pas du tout la même chose qu'un Damiens. Nous, on a, je trouve, trouvé notre propre identité. On a voulu rajouter beaucoup de scénarisation là-dedans. Comme on met en scène une espèce de pièce de théâtre ou une espèce de petit film dans la réalité, le comédien qui joue le client, il faut bien qu'il sache ce qu'il va te répondre. Et donc, tu dois écrire ses répliques. Tout est lié. Tout est lié, en fait. C'est pour ça qu'on écrit. C'est pas parce que tu serais démuni en impro. Oui, oui. Et j'adore l'impro, en plus. Oui, mais on est obligé d'avoir un canevas parce que t'es pas tout seul dans le truc. Il y a aussi une chose, c'est que maintenant, quand même, t'as une très grosse notoriété, t'es très très reconnu et c'est notre problème aujourd'hui. Et Damien, c'est ce qu'il a fait arrêter, j'imagine. Nous, on s'accroche et on continue parce que on caste les gens en avance et parce que on te met aussi dans un bocal. C'est-à-dire qu'en gros, on balise tout autour pour faire en sorte que personne te reconnaisse. Parce qu'en vrai, on pourrait très bien dire, bah, chez le Fleuris, pourquoi vous prenez pas des vrais clients? Ouais, on peut pas le faire. On peut pas le faire. On peut pas le faire. Et du coup, c'est ça qui est frustrant. Tu vois, sur Orange, c'est vrai que ça apportait une certaine fraîcheur qui est des vrais clients parce qu'à ce moment-là, on pouvait encore se permettre de te mettre dans un univers réel. Aujourd'hui, on est obligé de tout recréer pour pouvoir continuer le pire stagiaire. Et du coup, c'est une chance par rapport à la notoriété qu'on soit rentré sur ce registre. Exactement. Dans ce concept. Parce que si Mesrahi, moi que j'adore, à un moment donné, il était devenu trop connu, toutes les stars le connaissaient. Son concept, c'était de piéger en interview des gens connus. Bah du coup, il pouvait plus. Nous, on peut continuer parce que ce qu'on fait nous permet de tout baliser. De maîtriser. À part la personne piégée, c'est là que ça nous pose encore des... Voilà, ça nous pose des soucis parce qu'il faut les trouver. Parce qu'il peut y avoir des fuites. Et vous remarquerez aussi qu'on évite à tout prix les pièges en extérieur. Par exemple, on devait faire une auto-école, on se demande comment on va le faire. Je devais aller dans la rue, mais sauf que si je vais dans la rue... On est terrorisé à l'idée que quelqu'un te reconnaisse et dire mais c'est Greg Guillotin même à un feu rouge, la voiture d'à côté et tout, comment on va maîtriser ça? Et donc c'est des questions qu'on se pose au quotidien. Tout ça pour dire que Damiens, énorme respect à lui, ça sert à rien de comparer tout le temps ce qui est pas forcément comparable, c'est un autre registre, il est très fort. Et là, nous on mêle notre amour
pour la caméra cachée, avec l'amour pour la scénarisation, pour le théâtre et tout ça. Et on a notre registre à nous. Et donc, c'est pour ça que de toute façon, le pire stagiaire, ce sera jamais en total impro, mais on essaye d'en mettre un maximum dedans. Et c'est vrai que c'est souvent les meilleurs moments. Ensuite, il y a Sage du village qui dit « Pour autant d'investissement, autant le faire dans un autre pays avec moins de chances d'être reconnu. » Il y en a un autre, Octave, qui dit « Pourquoi ne pas continuer les pièges à l'étranger? Il y aura plein de nouvelles personnes à piéger. » Bon, la notoriété, on l'a dit, c'est un énorme frein. L'étau, c'est de plus en plus refermé sur nous en France, car il y a le public web, il y a le public télé, et il y a le public Facebook aussi, qui n'est pas une audience toute jeune, où il y a beaucoup de vues. On l'a vu, ça a créé un petit désordre sur Franck. Mais il faut savoir qu'en Suisse, en Belgique, j'y suis allé. On était en Belgique ensemble, tu te rappelles, pour un festival de Liège, je crois. Et on n'était pas tranquille dans la rue. On a moins un public âgé là-bas parce qu'il n'y a pas C8 là-bas qui est diffusé. Et donc forcément, c'est un public moins âgé. Mais en tout cas, ils consomment. Force est de reconnaître qu'ils consomment les mêmes choses que nous. La Suisse, la Belgique, c'est compliqué. Il y a peut-être le Québec, on nous le propose souvent. On y pense. Je pense que ce serait très drôle. Et d'ailleurs, ils regardent pas trop les vidéos françaises, j'ai l'impression là-bas, parce qu'il y a la barrière de l'accent. Je pense que ça crée aussi un truc qui fait qu'ils restent sur les vidéos québécoises. Mais à mon sens, il y a deux choses. C'est que déjà, les coûts de prod seraient énormes. C'est énorme. Et en plus, cerner le piégé à distance et tout, ça augmenterait les coûts de production, les délais. Et puis, deuxième chose, c'est que c'est pas mort en France. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut toujours trouver des gens, et c'est très difficile. Je pense que le jeu en vaut pas la chandelle d'aller aussi loin. Il y a encore du potentiel en France, il y a encore du potentiel pour trouver des gens. Ça justifierait pas de prendre un billet pour toute l'équipe de tournage pour aller au Québec. Après, on voudrait bien, mais déjà, on n'aurait pas les moyens en vrai, là, pour l'instant. Et surtout, avec le risque que ça échoue. Ouais. Donc là, si tu reviens les mains vides, les gars. Ah ouais. Bah là, on ferme la chaîne. Si on faisait de la fiction, on irait peut-être au Québec. Ah oui, bien sûr. Problème. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est peut-être une piste pour mes vieux jours. Voilà, le Québec. Mais j'aimerais beaucoup. Bonjour aux Québécois, en tout cas, parce que j'adore le Québec et j'aimerais beaucoup venir tourner chez vous un jour. Ensuite, t'as Gansta78 qui dit « Et vu que t'es connu et que ça devient difficile d'organiser des pièges, pourquoi pas utiliser des déguisements, camouflage, maquillage, façon patron incognito pour passer inaperçu ?» D'ailleurs, dans le patron incognito, ils le connaissent pas bien. Oui, ils le connaissent pas. C'est impossible. Tu reconnais très bien. Moi, demain, tu t'enlèves ta moustache. Et je me rase la tête, tu vas me reconnaître. Tu vois, bah, c'est toi. C'est parce que dans patron incognito, je pense qu'ils déguisent le truc parce que ça fait partie du concept, mais c'est parce que c'est des grosses boîtes et que tu connais pas le patron. Ouais, tu le connais de loin en fait. Tu l'as vu en photo, vite fait. Nous, c'est des gens qui ont consommé nos vidéos, qui m'ont vu pendant des heures en vidéo, ouais, donc forcément, si tu me mets une moustache ou une perruque... En fait, c'est vrai qu'on a, au fil des années, souvent essayé de changer ton apparence, mais tu es quand même très reconnaissable, ton regard, etc. Tous les maquilleurs avec qui on a bossé ont dit que c'était un enfer, ça a toujours été très compliqué. On garde la surprise, mais on a réussi un très beau grimage, je peux pas en dire trop, mais c'est au prix de nombreux efforts et d'un très gros budget là pour le coup, mais sur un pire stagiaire, on pourrait pas parce qu'il faudrait du maquillage silicone, du maquillage déjà qui prend 8 heures à mettre sur un piège de 8 heures. On pourrait pas, le silicone il tiendrait pas, et même la personne en face de moi va finir par me remettre. Ah ouais. Le concept dont Dave parle où j'ai un grimage au latex, silicone et tout, c'est un truc en face à face qui dure moins longtemps. Et encore, ouais, le maquilleur se tire les cheveux, Christophe Pizzetta, on lui passe le bonjour, parce que voilà, comme il l'a dit Dave, j'ai un regard identifiable, mon fameux regard de bovin. D'ailleurs, en parlant de ce regard qui est identifiable, il y a Kader Diaby, très fort d'ailleurs, très fort, très chaud, autant en humour vidéo que en rap, et donc il fait le Rap Contenders, donc je sais pas pour ceux qui connaissent pas, il y a des battles de rappeurs qui s'affrontent sur des freestyles. Et il m'a invité à, voilà, pour faire un happening parce qu'il avait à un moment donné une punchline sur Greg Guillotin. Et, du coup, il disait machin, tu m'as eu, mais c'est pas un clash. En fait, c'est un prank de Greg Guillotin. Et en fait, je suis censé débarquer sur scène à ce moment-là. Et donc, je débarque pour illustrer sa punchline. T'es arrogant, petit coquin, mais t'es nul et hautain. Oh, bande de bâtards, c'est pas un battle en fait, c'est un prank de Greg Guillotin. Et je suis venu pour pas être reconnu et que ce soit vraiment au moment où il dit mon nom que les gens me reconnaissent et applaudissent, machin. Donc on m'avait donné une cagoule en mode calage criminel. Je suis resté derrière lui, dans le public comme ça, et je me mettais derrière comme ça, tu vois, avec la cagoule pour surgir. Et au moment où on allait dire mon nom, j'enlevais la cagoule. Et en fait, même avec la cagoule, j'avais que ça de libre. Et les bouches de libre, on commençait à entendre, il y a Greg Guillotin derrière Kader et tout. Et on s'est dit bordel, tout. Donc après, je suis resté comme ça en mode thug et tout, tu vois, que le truc, je faisais que de secouer la tête, mais sans en regardant le sol. C'est juste pour dire, mais en fait, c'était les yeux. Et tu vois, Michou, par exemple, pour donner le contre-exemple, il a fait une caméra cachée, je te l'ai montré récemment, je crois que c'était dans un magasin de jeux. Il était déguisé en vendeur, il lui avait mis une moustache de farce et attrape. Hein. Moi, quand je pense à toutes nos galères, ouais, le fait qu'on dépense 15 000 balles pour un grimage au silicone et tout, et je lui ai écrit, je lui ai dit, mais nous, on se fait chier avec notre grimage au silicone, et toi, tu fais ça? Donc il m'a raconté qu'effectivement, c'était parce que c'était surtout un public de gens âgés et qui le reconnaissaient pas. Mais il disait, sinon, effectivement, il y a un jeune, il consommait mes vidéos, il était face à moi pendant tout
le truc où je l'ai orienté, je l'ai guidé, il m'a pas reconnu. C'est un truc de ouf. Mais c'est parce qu'en fait, Michou, il est très connu, mais il a un visage plus commun. Et donc plus facilement grimable. Et moi, en fait, on a remarqué que, bah ouais, on a besoin d'un taf énorme. Pour l'anecdote, à l'époque, on avait tenté dans une université, je crois, de me déguiser. C'était ridicule, vraiment, je ressemblais à rien, mais les gens venaient me parler et prendre des photos avec moi en mode normal, comme si c'était ma gueule du quotidien. Ils devaient se dire, bon, bah, soit c'est Greg qui fait une connerie encore. Voilà, donc il y a la difficulté de la notoriété, plus la difficulté de me grimer, parce que, donc voilà, c'est une double peine pour nous. La question d'après, Sarah, qui dit, si vous êtes reconnu direct, pourquoi ne pas employer des comédiens pour faire des pièges à votre place? Et Pouticat, qui dit, pourquoi ne pas continuer, mais avec une autre personne que Greg? J'ai pas cette envie de passer que dans l'ombre. Je suis devenu un peu producteur, chef d'entreprise par défaut. Moi, ça n'a jamais été mon ambition, je te l'ai toujours dit, tu te rappelles. Moi, j'ai dit, moi, je veux faire deux choses, c'est jouer et écrire. Même si, à la base, j'étais pas prédestiné à ça, puisque je faisais plutôt d'un truc, justement, qui m'aurait amené à faire de la gestion. Ma passion, c'est jouer la comédie et faire de la caméra cachée. Donc, à partir de là, si je passe dans l'ombre, en fait, ça deviendrait plus qu'un business pour moi, donc où je ferais que de driver d'autres gens, et c'est pas ce dont... C'est pas ce dont t'as envie, ouais. En fait, jouer, c'est ma vie. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas une volonté du tout d'avoir la lumière sur moi. Je crois, même limite, dans ce métier, ce que je déteste le plus. Moi, ce que je veux, c'est ma petite vie, avec ma petite femme, avec mes animaux, ma petite maison. Tu vois, moi, voilà, je suis pas du tout dans un mood où j'aime la notoriété, la starification, le fait d'être sous la... Non, c'est pas du tout le fait d'être sous les projecteurs qui me stimule. Moi, j'aimerais la reconnaissance plus que la notoriété, finalement. De faire kiffer les gens et qu'ils disent, bon, bah, ces pièges, ils sont trop bien. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, mais pourquoi vous remplacez pas Greg, etc. Déjà, première chose, on estime quand même que les gens viennent sur la chaîne pour te voir incarner les trucs. C'est quand même ce qu'on a envie de voir. Et en plus de ça, c'est parce que c'est une discipline que tu as rodée à travers de nombreuses années que tu fais ça et que c'est un truc très particulier. On a souvent même remarqué, tu vois, même quand on embauche des comédiens, ils peuvent être très chevronnés, avoir beaucoup d'expérience dans la comédie, en fiction, en télé, etc. Mais la caméra cachée, ça reste un exercice très particulier. Tu pourrais former quelqu'un à le faire, mais déjà, c'est pas ton envie première. Voilà, l'oreillette, ça peut être un bon compromis à la limite sur un format donné. Oui. Mais après, au-delà de ça, c'est quelque chose que tu as rodé, tu as des automatismes, tu as un savoir-faire, tu as des réflexes et c'est pour ça qu'on a envie de te voir le faire, tu vois. Même, je pense qu'il y a un humour, il y a une façon d'incarner, il y a une dimension émotionnelle et une vivacité d'esprit, d'impro, etc. que tous les comédiens n'ont pas forcément. C'est pour ça aussi qu'on a envie de te voir dans cet exercice-là. Et de la même manière, je serais pas forcément aussi bon qu'eux dans ce qu'ils font. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est un truc, c'est une spécialité. On en parlait souvent, c'est le stand-up. Souvent, on s'est dit, est-ce qu'on t'écrirait un truc de stand-up? Bah, je veux pas, et je peux pas. Et c'est pas mon truc, et je pense que je serais pas le meilleur là-dedans. Mais comme tu le disais, aujourd'hui, cette chaîne, c'est mon univers, c'est mon jeu, c'est notre écriture. La chaîne porte mon nom. Mais si Squeezie demain, en plus, je sais pas, tu vois, c'est bizarre de me demander à moi. Squeezie demain, je sais pas, c'est campé par un mec qui s'appelle Mathias, et c'est Mathias qui fait toutes les vidéos, mais la chaîne s'appelle Squeezie. Bon, je pense... On va dire, il y a un manque d'authenticité là, c'est bizarre. Parce que là, je crée une chaîne avec Mathias, et on fait la chaîne Mathias, tu vois. C'est clair. Et puis même, on a envie de développer ces personnages-là, et ce serait bizarre d'avoir Mathias qui joue Louis Vignac. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est trop chelou. Très bien de montrer le jeu de société, c'est un très bon réflexe. Genre, non, c'est pas naturel, ça serait très bien d'avoir comme ce jeu de société. Imaginez Mathias là. Sur ce jeu de société, il y a 3 personnages. Bah, ces 3 personnages, Mathias, il y a qui sur la couverture? MC Mathias, ça marche pas. Voilà. On a 9428 qui dit comment fonctionne votre business model étant donné que vos vidéos reposent sur des longs mois de préparation où il n'y a pas de rentrée d'argent. C'est vrai que c'est intéressant. Comment vous faites pour payer l'équipe, la production de tournage? Est-ce que les revenus que génère un tournage sont suffisants pour amortir toute la prépa? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça déjà. Par rapport au fait, les gens s'imaginent souvent qu'on a une armée de gens qui travaillent pour nous et que c'est une très grosse entreprise, mais au final, on est quand même assez esselé. Alors, on a des gens comme François qu'on salue, qui est notre monteur maintenant. On a Léa plusieurs fois qu'on le salue, il est très salué, François. Ouais, très salué. Ouais. Mais non, mais on a quand même des personnes, mais c'est pas comme d'autres youtubeurs qui ont vraiment réussi à monter une machine de guerre avec des dizaines de techniciens qui travaillent même en CDI à leur service, etc. C'est quoi, on va parler concrètement. On peut donner la fourchette de coût d'un épisode aujourd'hui. Entre tous les mois de préparation, le tournage en lui-même, on est entre 50 et 100 000 euros par épisode. Non, mais je pense que c'est un petit peu ça. Le modèle économique, il est simple. En fait, comment on se rémunère aujourd'hui? On a la télé jusqu'à maintenant. Jusqu'à on verra. En tout cas, on a la télé qui fait rentrer de l'argent parce qu'ils nous commandent des primes pour la télé. On a les OP, évidemment, avec les marques, coucou MyHeritage. Et on a les AdSense, YouTube, évidemment. Mais on a quand même les dépenses mensuelles. Là, tu vois, on a un assistant de production, on a nos monteurs. Parfois, on a du renfort montage pour on sort les épisodes. On a quand même des coûts. Puis, lors des tournages, on a tous les gens qui sont sur le tournage. Donc, tous les techniciens, les intermittents, les freelances. Il y a quand même du monde. Et donc, aujourd'hui, le modèle, il est viable, à condition qu'on arrête de se casser la gueule. Mais là, effectivement, on commence à un peu sentir trop le coup passer. Et au bout d'un moment, c'est sur nos économies. Donc, c'est-à-dire, c'est sur l'argent que ma boîte de production a engendré pendant différentes années. Et ben, du coup, on l'utilise pour se tenter de se relever. Mais voilà, le modèle est viable s'il n'y a pas trop d'échecs. En gros, pour résumer ça. Là, Dave, on a beaucoup parlé là. Ouais, beaucoup, je suis un peu essoufflé. Moi aussi.
Donc là, on va faire que des réponses courtes. Questions pas courtes, mais réponses courtes. On va lancer un chrono. Adam, c'est toi qui vas t'en charger. Tu nous fais un chrono. On a le droit à combien de secondes par réponse? Franchement, 30 et c'est déjà pas mal. 30 c'est pas mal, parce que nous on est trop bavard. Réponse courte, on se l'impose. On se l'impose et après on parlera de la chienne Noëlla dont j'ai parlé en début de vidéo. Très important, restez vraiment jusqu'au bout, c'est important que vous voyez ce sujet. Il y a quelqu'un qui dit, en tout cas il faut souligner quelque chose, 8 mois de prépa, j'imagine pas la dépense que ça a demandé, les coûts que ça a engendré. Ils auraient pu demander aux gars de fake, au moins pour faire du buzz et rentrer dans les dépenses. Ils sont restés authentiques au risque que ça leur fasse un trou dans la trésor. Et ça, chapeau l'équipe, avec cette vidéo, vous avez peut-être foiré le gag, mais vous avez montré à la France votre authenticité et ça a le mérite d'être félicité. Bravo l'équipe. Déjà, on va 30 secondes. Déjà, bravo. Ah non, mais c'est 30 secondes la réponse seulement. Ah non, juste la réponse, pas la question. Oui, non, mais c'est bon, là, je l'ai vas-y. Bon, déjà, merci. Merci à cette personne de nous le dire parce que ça fait choqueur. On ne fait pas assez making-of pour ça, mais c'est cool que certains fassent le lien. Fassent le lien. Et l'analyse de cette manière. En fait, on assume le risque de ce qu'on fait, c'est-à-dire que je vais très vite parce qu'il y a trop... Ah putain, attends juste quelques secondes. On assume parce que c'est à double tranchant, c'est-à-dire quand ça réussit, c'est merveilleux ce qu'on fait, mais il faut qu'on accepte que quand ça rate, ce soit une catastrophe, voilà. Et ça fait partie du jeu. C'est aussi pour ça qu'on l'a montré. Et c'est pour ça qu'on a montré Franck. Ah, c'est pas mal quand même. Ensuite, on a Sachom45 qui dit « J'aimerais bien voir une vidéo où Greg retourne voir ses anciens piégés pour voir ce qu'ils sont devenus et les répercussions sur leur vie depuis le piège. » Eh bien, réponse courte, c'est une très bonne idée, c'est dans les tuyaux. On veut le faire. Et on le fera. Voilà, j'espère. J'espère le mec de moins dans le sûr. Peut-être. Ouais, peut-être. Ensuite, on a Minalor qui dit « Il y a quelque chose qui m'inquiète un peu avec le temps, c'est votre morale. Avec tous les échecs que vous devez traverser pour chaque projet, est-ce que vous arrivez à y croire encore, à vous projeter dans l'avenir? J'espère sincèrement que vous allez bien. C'est très mignon, merci. En tout cas, bon courage. Vous faites de l'excellent travail et j'espère que ça continuera que de l'amour avec 3 cœurs. Merci beaucoup, c'est super mignon. C'est incroyable. Oui, on nage beaucoup dans le doute en ce moment. Ce serait mentir que de dire l'inverse. Cette année, c'est la première fois qu'on se sent si épuisé, vraiment. Psychologiquement. Là, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières que je dis ça, mais vraiment, je pense qu'on est psychologiquement très éprouvé. On a enchaîné pas mal de dépenses. Et c'est la première fois cette année qu'on s'est pas levé avec l'envie, je pense, de faire. Et vraiment, parfois, on se dit on n'a même pas envie. Tu vois, d'y aller. Donc, on a besoin de retrouver les succès, les chemins du succès. Je finis pour retrouver le moral, parce que c'est censé être un plaisir ce métier. Alors, bien sûr. Dommage, on n'a pas eu le temps de dire qu'on était tétanisé par les prochains pièges, mais c'est pas grave. Ah si, on le dit, voilà. Bah, il a raison, Dave. Moi, je le rajoute. Je prends le risque de me mettre à dos à dos. Non, on est tétanisé par les prochains pièges. On a peur, on a la boule au ventre. Et en fait, ce qui nous pousse à continuer, c'est vous, c'est vos messages, c'est tout l'amour qu'on reçoit parce qu'il n'y a pas. Là, on lit les critiques aujourd'hui, mais en réalité, on reçoit vraiment beaucoup d'amour et de soutien. Et c'est ça qui nous, comme les messages qu'on a lus juste avant là, c'est ça qui nous donne vraiment envie de continuer. Vraiment, merci du fond du cœur à ceux qui nous poussent à dire ok, c'est pour ça. À nous accrocher, ouais. À nous accrocher et à chaque fois qui nous rappellent pourquoi on fait ça. Mélissa Gérard qui dit bonsoir. Où peut-on se procurer avec bon. Il fallait qu'on en parle, donc on l'a mis, cette question, c'était en privé qu'elle nous a envoyé ça. Voilà, Mélissa nous demande où on peut se procurer le jeu de société. Je vous remercie d'avance. Le jeu, il est là, j'ai que 30 secondes pour en parler, je vais faire moins même. Mais c'est un jeu que vous pouvez trouver partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés, les magasins de jeux, etc. Le but du jeu, c'est de se faire virer, c'est le seul jeu où il faut être le plus nul. Vous campez un de mes personnages, vous pouvez jouer jusqu'à 6. C'est une journée de stage, vous campez le rôle du pire stagiaire. Vraiment, c'est le concept du programme qu'on a tenté de reproduire dans ce jeu de société. Sur lequel on a travaillé vraiment, nous. Pendant pas mal de temps. Et vraiment, on en est très content. Voilà, c'est terminé. Vas-tu te lancer au cinéma parce que tu deviens trop connu, un peu comme François Damiens? Alors... On dirait le cinéma, c'est la Ligue 2, tu sais, maintenant qu'on a la... Ouais. Ah oui, c'est genre, bon, vu que tu peux plus faire la caméra cachée, va au ciné, sinon c'est pas grave. C'est un projet, on prépare un gros film. On n'en dit pas plus parce que ça nous a pas toujours porté chance de trop vendre ce qu'on allait faire. Mais il y a un truc que j'ai compris, c'est que j'étais très étiqueté entre la télé C8, YouTube, caméra cachée, voilà. Et donc du coup, effectivement, je pense que nous, on doit créer nos projets. Comme on l'a fait sur YouTube, il faut qu'on le crée au cinéma pour qu'on puisse éclore au ciné. Qu'est-ce qui t'a lancé dans le monde des pranks, pire stagiaire, pire genre, non? Petit, je regardais mes idoles, La Fesse, Mesrahi, qui m'ont donné envie de faire ça. Je trouvais ça fascinant, jouer entre le réel et l'ambiguïté, etc. Je le faisais déjà sans caméra avant, je faisais canular, j'avais déjà ça en moi, en fait. Et puis après, j'ai développé mes persos, j'ai fait Bengi, je voulais qu'il se confronte au monde réel. Ça a donné de la caméra cachée. La caméra cachée, ça a été un milieu qui m'a énormément passionné. Du coup, j'ai 30 secondes, non? Ça m'a passionné et j'ai développé différents persos et concepts autour de ça. Voilà, bon, 30 secondes, allez. Brian qui dit, donneras-tu un jour ta fameuse recette de frites pâtes? Donc, non mais je vais la donner. Donc, il y avait des frites. Les frites, on les fait bien... Oui, je sais, il aime bien les frites pâtes, Jim. Des pâtes et du ketchup. Ça me fait chier de la donner cette recette parce que c'était un peu un... secret de fabrication. Bah oui, mais bon, c'est pas grave. Voilà, au moins vous savez. La transparence sur YouTube. La transparence sur YouTube, voilà, on partage tout avec les internautes. Ensuite, il y a Suzette et Crotte au beurre qui dit quel est l'épisode que vous avez préféré tourner, vivre. Moi, je vais dire les miens. Tu dis tiens, Otavio,
en plaisir, hein. Je parle pas forcément que du rendu, c'est le plaisir sur le moment. Otavio, je me suis vraiment éclaté, et Damien, le chauffeur routier, je me suis éclaté aussi. Moi, je dirais Otavio aussi, toujours pareil, parce que c'est la fois où on s'est rendu compte qu'on pouvait passer un step sur le pire stagiaire. Et après, quand même, alors je sais que toi, t'as eu peur, mais moi, le Gérant Gîte, quand même, c'est un de mes souvenirs les plus vivaces. Ouais, moi, j'ai eu trop peur, donc je peux pas le mettre dedans. J'avais trop peur. Bon. Mais en termes de souvenirs de tournage, c'est incroyable. D'être dans la neige en chaussettes et tout à la fin, c'était n'importe quoi. Comment voyez-vous l'avenir? Eh bien, beaucoup mieux que cette année 2024. On sort d'une période où on a beaucoup raconté notre vie. Donc là, tout ce qu'on veut, c'est nous faire rire. Je trouve que la société, déjà, elle est chargée de tensions en ce moment. À tout le monde. Très anxiogène. Très anxiogène. Il y a beaucoup de clash, beaucoup d'opposition, beaucoup de divisions. On a la sensation qu'on a fait, en plus, des vidéos qui étaient assez anxiogènes aussi, là, dans ce qu'on a raconté cette année. On ne veut pas rajouter tout ça à ce climat ambiant. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire des trucs qui divertissent les gens, qui les font rire, complètement décorrélés de toute prise de parti ou de tout message, machin. Nous, on veut faire marrer les gens. Créer des personnages et les faire évoluer. Et voilà. L'année 2025, on la voit comme ça, sous le signe du rire et des vidéos vraiment... La décompression. Ouais, décompression. Voilà. Et il y aura quand même peut-être des vidéos sur les animaux que je ferai. Ça, c'est moins gay, mais ça, c'est un combat que je veux mener. C'est une cause qui me tient à cœur. Et ensuite, il y a mhard54 qui dit la pire angoisse durant un tournage. Moi, je vais raconter une anecdote là-dessus. Ça m'avait traumatisé. C'était, on faisait piéger Calux, un youtubeur anglais, qui venait avec sa copine. Et je savais plus quel était le numéro. Je crois que mon téléphone à la va-vite, j'avais tout. Les deux, je les avais appelés Calux. Et donc, à un moment donné, j'envoie le SMS en disant c'est bon, on est caché, la caméra cachée peut démarrer, vous arrivez dans combien de temps? Et elle était complice de notre piège. Et sauf que j'ai cru que je l'avais envoyé à Calux. Il y avait une OP dessus, il y avait une chaîne d'hôtels très célèbre qui nous sponsorisait et tout. Et donc, en un SMS, mon cœur, il a battu là, à une vitesse. J'ai dit à Dave, je crois que j'ai envoyé à Calux le message. Je te jure, c'était chaud. Mais là, je me suis dit vraiment, il y avait en plus, il y avait le partenaire, la marque sponsor. Tout le monde était là, les équipes de prod, tout le monde était caché. C'est une première en plus qu'on ait les équipes de com qui étaient là les pour caméras étaient dans tout l'hôtel. Et je vérifiais si c'était le numéro de Calux ou de sa copine. Et donc, c'était sa copine, mais je l'avais nommé. J'avais une chance sur deux. C'était la roulette russe, là, vraiment. T'imagines? On avait dû dire, ouais, c'était. Bah, tout le monde rentrait chez soi. Mais surtout, tu sais, le comédien principal qui a juste dit au mec qui devait piéger, il s'est trompé. Mais après un mois de préparation en plus. La question d'après, je me demandais si c'est pas possible de créer une cagnotte pour vous faire des dons. Ah, c'est trop Cela mignon. ne rendra en rien cette déception, mais j'aimerais, et je pense que certaines personnes aimeront vous filer un coup de main. Si tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, ça pourrait être sympa. Courage à vous, on vous soutient. C'est Enzo on est une qui cause dit ça. maintenant, tu sais. Et il y en a un autre qui dit Cyclone, qui dit SVP, mettez en place une cagnotte s'il faut vous aider. Déjà, c'est adorable. Mais vraiment, c'est ultra gentil. Mais on aurait honte, franchement. Je m'attendais pas du tout à ça. Évidemment, si vous avez de l'argent, que vous pouvez aider des gens, aider vraiment des assos, des assos qui en valent la peine. Voilà. Ne donnez pas à nous, donnez aux assos. Déjà, oui, on aurait honte. On est heureusement pas encore à la rue, mais merci vraiment à ceux qui le proposent parce que l'intention est belle. Mais le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de partager nos vidéos, de les liker et de les regarder. Voilà. Mais merci, c'est adorable en tout cas. Il y a une question, c'est pour toi, Dave. Je trouve David très poli avec cette folle. Lors de leur premier appel, elle parle évidemment de la vidéo du fleuriste. Quel calme, bravo à lui. Voilà, qu'as-tu à dire, Dave? C'est gentil. Bah, en fait, deux choses. Déjà, parce que c'est mon tempérament. Jamais je me serais énervé, j'aurais insulté ou quoi. C'est pas dans mon tempérament déjà. Et en plus de ça, au moment où c'est arrivé, faut pas oublier que moi, elle me ment. Elle me dit qu'elle travaille à la mairie, qu'elle connaissait Nicolas et qu'elle l'a fait pour son fils par rapport à une éventuelle homosexualité. Et donc, à ce moment-là, elle me manipule tellement que au fond de moi, j'ai un peu de peine et je me dis peut-être que cette personne, même si elle a paniqué, qu'elle aurait dû m'en parler avant, elle l'a fait d'une bonne intention. Qu'elle l'a fait pour une bonne intention et qu'elle nous a sauvé la vie, entre guillemets. Parce que pour moi, le pire du pire, ce serait de traumatiser un piégé pour notre bon plaisir, en fait. C'est-à-dire que je me disais, ça se trouve, elle a raison, Nicolas n'était pas apte psychologiquement à encaisser ce piège et donc elle nous a sauvé la vie. Après, on a été beaucoup plus saoulés quand on a appris que c'était faux, mais à ce moment-là, c'est pour ça que Dave est très calme de base et c'est vrai qu'il est imperturbable, c'est le calme absolu. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calme que Dave et même parfois pour des sujets qui pourraient faire paniquer n'importe qui, il garde son calme, voilà. Et en tout cas, bravo, voilà. Bravo à Dave, parce que sur le moment, ça n'était pas tout le monde qui aurait réagi comme ça, et beaucoup l'auraient insulté, mais du coup, toi, t'as eu cette lucidité-là. Est-ce que, Greg, tu comptes refaire Benguy un jour? Il y en a d'autres qui disent pas une question, et plutôt une suggestion, ce serait hyper chouette de revoir Benguy avec Léo le Dauphin. Un autre qui dit pourquoi Benguy n'a jamais fait de stage, et un autre qui dit un retour de Benguy. Déjà, merci beaucoup pour vos questions sur Benguy, parce que je suis trop content quand je vois des gens qui m'en parlent, parce que c'est vraiment c'est mon personnage préféré, mon personnage de cœur avec lequel j'ai
j'ai commencé. J'ai été même frustré d'avoir arrêté ce personnage, j'ai l'impression un peu trop tôt. Voilà, les événements et les opportunités ont fait qu'à un moment donné on allait vers d'autres choses, mais c'est un perso qui me manque beaucoup, que j'aurais adoré refaire, avec une poésie que j'adorais, mais je le referai probablement pas par rapport à mon âge, parce que le peu de fois où j'ai essayé face à ma glace de le jouer, bah j'ai vu que c'était moins crédible, parce que c'est un personnage qui est censé être jeune, je pense. Alors, quelqu'un qui dit, pour la vidéo du fleuriste, j'étais très touché par cette vidéo, j'ai adoré les habitants de Sion et leur gentillesse. La seule chose qui me manquait, c'était une visite de Greg et David à Sion pour rencontrer Nicolas, ça aurait été un beau moment. Et après, quelqu'un qui dit, j'ai limite envie de pleurer de déception pour vous, ne lâchez rien. On rêve de voir un Truman Show, quitte à avoir perdu un maximum de sous, faites-vous un petit voyage dans le Valais pour rencontrer Nicolas et Laurent, ils ont l'air motivés à vous proposer un autre format, j'attends ça avec impatience. Déjà, ouais, Laurent, Nicolas, c'est des amours, on les embrasse. On est tellement triste de pas avoir pu faire ce piège, et vraiment, je le redis, même après diffusion de la vidéo, grosse frustration, grosse tristesse. Ils étaient exceptionnels, voilà. On aurait juste aimé montrer ces gens merveilleux dans un piège, et c'est pour ça qu'on est dégoûté à ce point-là. Et effectivement, on va faire un truc, on voudrait faire un truc avec eux. Et pas que les voir. Et pas que les voir, peut-être tourner un truc sympa, voilà. Là, on va répondre à des questions, c'est plusieurs questions d'une Aurora Artist. Que pensez-vous de votre communauté? Elle est incroyable, en vrai. Pourquoi? Parce que même, on parlait des moments compliqués qu'on avait traversés, voir qu'ils sont toujours là, qu'ils nous ont soutenus, qu'ils n'ont pas lâché, c'est extraordinaire. Voilà. On a une communauté qui est géniale et très variée aussi, très diverse et variée. Je trouve qu'elle est très large en termes de mixité, d'âge, d'origine, de tout ce qu'on veut. Donc, on trouve ça trop bien, le mélange. Pensez-vous à pranker gentiment des personnes âgées qui sont loin des réseaux? En fait, c'est un peu ce qu'on fait déjà. Donc, il nous reste surtout ça, quoi. Avez-vous des recommandations musicales, artistiques, youtubiennes? Musicales, le dernier album de Fouini. Ouais. Fouini Babe. Fouini Babe, le dernier Kendrick, quand même. Ouais, ok, Kendrick, et YouTube, Adam Bros. Adam Bros. Voilà, allez, question d'après. Adam Bros, c'est bon, vas-y. Adam Bros, évidemment, vraiment, pour le coup, parce qu'il fait des vidéos très bien renseignées et très dans l'analyse et tout, et c'est fort dans ce registre-là. Moi, j'aime beaucoup Seb aussi, hein. Sa dernière sur Kanye et tout, j'adore. Ah non, c'est plus la frite. Plus la frite, mais toujours Seb, et j'aime bien. La dernière, ouais, tu vois, sur Kanye West, c'est même, de toute façon, la musique en général, j'adore, et du coup, il est passionnant. Non, moi, celui qui me fait beaucoup rire, c'est Loris. Ouais. Loris Galliano. Et Giuliano, non? Galliano, c'est le... Donc c'est Loris, j'aime beaucoup parce que toutes ces vidéos sont assez inattendues. J'aime pareil, il joue dans le réel et tout, et je trouve ça très sympa. Et après, Studio Daniel, moi, me fait toujours mourir de rire. Daniel, elle est extraordinaire. Je l'aime beaucoup, humainement, et Arthur aussi, ouais. Et Arthur Lombard, très drôle, voilà. Je devine que Greg est vegan, est-ce le cas? Si oui, depuis quand et pourquoi? C'est un sujet très vaste, j'aurais pas du tout 30 secondes pour y répondre, j'aurais besoin de beaucoup plus, mais je vais faire une chaîne dédiée à la cause animale, et je pense que j'aurai beaucoup plus l'occasion de parler de tout ça. Ça fait 3 ans que t'en parles, mais il faut le faire. Ouais, je vais le faire, et je suis vegan depuis maintenant. Je dis à chaque fois, je sais jamais le compte, mais c'est 8 ans, dit végétarien depuis 10 ans. Je le fais par empathie pour les animaux, par compassion. Si je dois résumer, c'est ça, voilà. Et en parlant de ça, j'en viens à ce sujet qui me tient énormément à cœur. On parlait d'ailleurs d'Année Noire, je pense que c'est rentré dedans. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La question, c'est Kylian Barnes qui dit, pouvez-vous expliquer l'histoire de la vidéo qui a été retirée? Vous avez pranké un chien. Alors évidemment, on n'a pas vraiment piégé un chien. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la vidéo, c'était, pour le coup, c'était une fiction, c'était un faux reportage. L'idée, c'était de faire une vidéo de sensibilisation et de faire adopter une chienne qui s'appelle Noëlla, qui était déjà depuis 7 mois au refuge. Alors comme des tas d'autres chiens, vous allez me dire, il y a des tas de chiens qui sont au refuge depuis des années même, c'est triste. Je vous invite vraiment à vous rendre dans les refuges près de chez vous parce que je pense qu'il faut vous rendre sur place pour savoir si vous avez ou non envie d'adopter. Nous, on était rentrés en contact avec l'association 30 millions d'amis, on devait faire un partenariat avec eux. On leur a dit, voilà, dans le refuge qu'ils avaient dans le 77, on leur a dit quel chien vous voulez mettre en avant. Avec Anne qui dirige le refuge, on a choisi de mettre en avant Noëlla, qui est une chienne adorable, qui a aucun défaut, qui est juste gentille et qui attend une famille adoptive depuis déjà tellement de temps, mais comme des tas d'autres chiens. Mais il fallait qu'on fasse un choix de quel chien on allait mettre en avant dans cette histoire-là. Et donc, on a fait une vidéo... Parce qu'elle avait une belle histoire aussi, si on rappelle. Oui, c'est vrai, elle avait une belle histoire. Elle s'appelait Noëlla parce qu'elle était trouvée le jour de Noël, parce qu'elle était battue, elle était au bord de la mort au moment où elle était trouvée. Elle était agonisante, la peau sur les os. Et donc 30 millions d'amis l'a remise en forme, en la nourrissant, en lui prodiguant des soins. Et donc maintenant, elle était disponible à l'adoption depuis. Et donc maintenant, comme c'était il y a 7 mois à l'époque, que cette vidéo, on l'a tournée en juin. Bon, en tout cas, ça fait plus d'1 an maintenant. Ça fait plus d'1 an qu'elle est derrière dans son box de refuge, en train d'attendre. Et
On a fait une vidéo assez expérimentale puisque on l'avait jamais fait encore, mais on a voulu faire une parodie de ce qu'on faisait nous-mêmes dans nos making-of. Nous, nos making-of, on montre le cadre de notre travail, comment on prépare nos pièges, les difficultés, quel profil on choisit et tout, et on avait parodié ça en disant qu'on allait piéger un chien parce que j'étais devenu trop connu et que du coup, ça c'était le point de départ. Évidemment, c'était un sketch. Hein. Donc c'était le point de départ, c'était de dire ah, bah, je suis trop connu, ouais, j'ai une idée, on va piéger un chien et tout, ce sera mieux. On choisissait Noëlla du refuge. Parmi les piégés, soi-disant. Parmi les piégés chiens possibles. Et donc on allait voir Noëlla au refuge de 30 millions d'amis. En fait, c'était un prétexte pour amener ce truc-là d'une manière un peu virale. On voulait pas faire juste une vidéo documentaire qui aurait fait moins de vues et tout. Notre but, c'était que la vidéo fasse le maximum de vues. Donc on a choisi l'angle humoristique pour ça. Et donc dans la vidéo, j'étais censé jouer l'apprenti agent animalier, donc qui allait être embauché par le refuge et qui allait piéger Noëlla sur place. Et donc tous les chiens étaient censés être complices du piège. Et donc il y avait que Noëlla qui n'était pas dans le coup. Et donc cette vidéo, on l'a tournée. Enfin, le moment le plus fort, c'était dans la chute de cette vidéo, puisque j'avais décidé, pour créer un électrochoc, pour faire bouger les gens, et en fait, de pas faire une fin trop lisse. Je voulais une fin forte, pour qu'on ressente au travers de Noëlla ce qu'était la vie en refuge et le fait d'attendre pendant des mois et des mois une famille adoptive sans aucune affection, caresse ou la chaleur d'un foyer, et ce que pouvait être l'attente interminable d'un chien derrière les barreaux de son box. Et du coup, je me suis dit on va faire un truc. En fait, Noëlla, à la fin, on va lui dire qu'elle a été piégée par toute l'équipe du refuge et par toutes les équipes de production. Et en fait, à la fin, on dit à Noëlla, donc tout ça, je rappelle que c'est de la mise en scène bien évidemment, c'est qu'un sketch, puisque Noëlla ne comprend pas les mots humains, c'est évident. Et donc on lui dit Noëlla, bravo, tout le monde applaudit, t'as été piégé, c'était incroyable, ça fait un mois qu'on prépare ça, c'est extraordinaire et tout. Et à la fin, tout le monde se marre. Et puis on dit bon, par contre Noëlla, du coup on te laisse retourner dans ton box, nous on va aller boire un coup, on va fêter ça, la réussite du piège. Et on termine avec Noëlla qui retourne dans son box, elle se retrouve derrière ses barreaux, et puis on voit dans son regard et elle se met à pleurer. Et on se dit, donc t'entends tout le monde qui va aller faire la fête, et elle, elle revient à son triste sort, à son quotidien d'une chienne abandonnée qui doit encore attendre qu'une famille vienne l'adopter. Et ça finissait sur des cartons qui expliquaient que il y avait tant d'animaux. Et la vie n'était pas une caméra cachée, puisqu'on disait que c'était une caméra cachée, la vie n'est pas une caméra cachée, et donc beaucoup d'animaux qui sont abandonnés, beaucoup d'animaux qui attendent. On rappelait que la France était championne d'Europe du nombre d'abandons. On parle de centaines de milliers d'animaux abandonnés chaque année, c'est énorme. Les refuges saturent, ils ont plus de place. C'est une catastrophe. Voilà, vous imaginez le nombre d'euthanasies qu'il doit y avoir derrière tout ça. Et donc, on mettait ces panneaux de sensibilisation à la fin de la vidéo pour dire tout ça. Donc, ça avait un sens comme cette vidéo. Sauf que, donc, on sort la vidéo avec l'autorisation de notre interlocuteur chez 30 millions d'amis. Et quand on sort la vidéo, de 1, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'internautes qui n'ont pas compris le sens. Qui ont dit mais vous vous rendez compte ce que vous faites pour faire rire les gens avec une pauvre chienne. Alors la chienne ne comprenait pas ce qu'on était en train de faire évidemment quand on lui disait t'as été piégé, c'était une caméra cachée machin. C'était justement on voulait prendre le contre-pied pour créer un électrochoc chez les gens et qu'ils disaient bah oui c'est horrible. Et en fait, ce qui était horrible, c'était pas la vidéo qu'on faisait, ce qui était horrible, c'était le quotidien de ces animaux-là. Et c'est les abandons qui sont horribles. Donc c'était tout le sens de la vidéo. Mais on s'est dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de comprendre le message de cette vidéo, donc on commençait déjà à se poser des questions. On commençait à se dire, merde, moi la dernière chose que je veux, c'est que finalement l'écho soit pas le bon et que ce soit le message soit l'opposé de ce que je veux. Donc si c'est à la fin, vous avez fait du mal à une chaîne, donc on s'est dit surtout pas. Je commençais à me dire, est-ce que cette vidéo, est-ce que c'est bien de la laisser en ligne? Et puis il y a eu 30 millions d'amis qui nous a contactés et qui nous dit on aimerait, si possible, retirer la vidéo. Bon, qui nous a demandé quand même pas mal de travail. Mais bon, à la limite, moi, comme je commençais à me dire, ouais, vu que ça fait le message est pas le bon dans ce qu'on renvoie et tout, moi, je veux surtout pas porter préjudice à la cause animale. C'est tout l'inverse. Donc, quand il nous dit ça, mais eux, c'était pas pour cette raison. C'est parce que la directrice de 30 millions d'amis n'avait pas validé la vidéo. Donc, du coup, ça a créé un tollé en interne. La vidéo a été validée, mais pas par elle. Donc, la personne avait probablement oublié de faire valider ou n'avait pas fait valider par la grande chef. La fondatrice de l'association, de la fondation. Et donc, à partir de là, c'est une catastrophe en interne, je vous passe les détails, mais nous, on nous dit, voilà, la fondatrice, elle a pas du tout apprécié la vidéo dans le sens où à la fin, quand la chienne, tout le monde applaudit, dit que c'était une caméra cachée, eh bien, elle trouve que c'est trop hardcore, même si elle a compris qu'on faisait pas de mal à la chienne. Du coup, elle a dit, non, mais ça, je veux pas voir ça, c'est à l'inverse des valeurs de 30 millions d'amis. Moi, j'avais proposé un script, vous l'imaginez bien, en amont, hein, longtemps avant de tourner. Hein. J'avais dit, est-ce que ça vous va ce scénario? Donc moi, j'avais eu que du positif. Là, pour le coup, c'était écrit, ils avaient validé le scénario et le montage aussi, évidemment, le montage final. Mais, encore une fois,
si la vidéo, elle avait fait un carton, mais dans le sens où elle avait été très porteuse pour la cause animale, ou qu'elle avait été très, comment dire, que le message était passé, que ça faisait de l'adoption, je me serais battu pour pas la retirer. Je me serais dit, bah non, vous avez validé. Mais voyant qu'en plus de ça, les gens dans les commentaires n'étaient pas forcément réceptifs. C'était mitigé. C'était très mitigé, voilà, c'était 50-50, c'est très mitigé. Il y en avait beaucoup qui saluaient justement le fait qu'on ait pris ce contre-pied-là. Souvent des gens qui étaient dans la cause animale d'ailleurs. Ils disaient que c'était très bien de l'avoir montré sous cet angle. Ils avaient compris que la chaîne n'avait pas souffert, mais qu'au contraire, ça allait pouvoir générer son adoption et générer l'adoption d'autres animaux du refuge. C'était le but. C'était en plus, on montrait plein d'animaux dans le refuge. Il n'y avait pas que Noëlla. Mais vous allez voir, on va vous montrer des images. Et donc, je retire cette vidéo. On décide de la retirer. Et à partir de là, j'ai quand même cherché des entre-deux. Je me disais, il est hors de question de laisser tomber Noëlla. Et donc Noëlla, elle attend dans son refuge, dans son box, et puis plus personne se soucie d'elle. Je trouve ça horrible. C'était bien la seule chose que je voulais, c'était de dire, ok, on la retire, mais par contre, il faut qu'on fasse adopter Noëlla. Et donc, on a proposé plusieurs choses, et notamment le fait d'enlever l'aspect caméra cachée, de recentrer autour de l'aspect informatif pur et dur. Je propose que ce ne soit plus qu'un reportage, comme il y a déjà eu sur d'autres chaînes YouTube, mais je me dis, au moins, ça aura une forte visibilité. Tant pis pour la partie humoristique, mais je dis, par contre, on n'a pas les images suffisantes pour pouvoir faire cette vidéo informative puisqu'on l'a tournée sous un angle humoristique. Donc il fallait qu'on vienne faire des compléments d'images, filmer à nouveau un petit peu, et on avait besoin d'aller au refuge. Sauf que, apparemment, on était devenus des personnes non grata, on peut le dire. Donc ça veut dire qu'on nous a fermé les portes du refuge. Ça, pour le coup, on l'a... Enfin, moi, ça m'a... Enfin, je l'ai assez mal vécu, mais je me suis dit... Enfin, le seul truc qu'on voulait, c'était de faire adopter des animaux. On a une association en face, et là, je parle surtout pas de Anne, qui a été merveilleuse quand elle nous a fait la visite du refuge. Donc la directrice du refuge en question a été super, top du début à la fin. Mais je parle de ce qui se passe plus haut. Et donc, en fait, on nous a empêché de venir tourner au refuge. Et j'ai dit, mais attendez, il faut quand même qu'on vienne faire des images. On ne voulait plus qu'on vienne. Voilà. Je vous invite vraiment d'ailleurs à aller dans ce refuge. Donc, le refuge de la Tuilerie. Il faut que vous vous y rendiez. Voilà, c'est dans le 77, si vous passez par là-bas. Les équipes font un travail remarquable, mais au niveau du siège, apparemment, ils ont voulu cesser cette collab, en quelque sorte. Mais du coup, moi, ça m'embêtait, parce qu'il y avait Noëlla qui était derrière. Donc là, on s'est retrouvé un peu démunis, et avec la sensation de devoir batailler pour... aider cette chaîne. Donc c'est vraiment le seul objectif qu'on a derrière ça, c'est l'adoption. C'est pour ça qu'on vous parle de ça et qu'on va vous montrer des images. Donc on n'a pas pu malheureusement aller au refuge pour compléter cette vidéo, mais on s'est dit tant pis, on va faire cavalier seul pour la faire adopter, sachant qu'encore une fois, vous pouvez vous rendre là-bas pour rencontrer Noëlla. Il n'y a rien qui vous en empêche. Nous, même si on peut pas tourner des nouvelles images, vous pouvez aller au refuge. Donc on profite de cette tribune et de cette vidéo et de cette dernière question de FAQ pour vous inviter à vous rapprocher du refuge de la Tuilerie dans le 77 si jamais vous êtes dans le coin, pour venir rencontrer Noëlla et les autres animaux. D'ailleurs, on va vous montrer des images sur Noëlla, mais aussi sur d'autres animaux du refuge, aussi sur ce qu'on appelle les doyens. C'est des animaux qui finiront malheureusement probablement leur vie au refuge. Il y a beaucoup d'animaux qui sont dans ce cas-là, des animaux qui ont une dizaine d'années et que plus personne ne veut adopter. Donc c'est important aussi pour nous dans cette vidéo de mettre l'accent aussi sur ces chiens qui ont très peu de chances de sortir là-bas et qui mourront probablement dans leur box. Donc je vous invite à vous rapprocher de ce refuge-là, le refuge de la Tuilerie, si jamais vous êtes intéressé par une adoption de Noëlla ou d'un des autres animaux. On va vous montrer ce qu'on avait filmé, donc sans l'aspect blague, avec juste l'aspect informatif, et on vous laisse regarder cette vidéo pour Noëlla et pour les autres. Pour vous expliquer son histoire, Noëlla a été secourue à la veille de Noël, à la fin de l'année dernière, par la fondation 30 millions d'amis. 30 millions d'amis, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui lutte activement depuis 40 ans sur tous les fronts de la souffrance animale. Les combats que ces équipes mènent sont trop nombreux pour tous les citer ici, mais notamment, ils combattent la maltraitance animale et agissent devant les tribunaux, ils sensibilisent l'opinion publique au respect des animaux, ils sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics pour faire évoluer les lois en faveur de la cause animale, ils combattent l'expérimentation animale, ils mènent des campagnes de stérilisation des chats errants à grande échelle, et bien sûr, ils luttent contre l'abandon en recueillant des animaux dans leur propre structure d'accueil et en soutenant plus de 250 refuges partout en France qui recueillent, soignent et nourrissent des animaux abandonnés. C'est d'ailleurs dans ce cadre de la lutte contre l'abandon que Noëlla a été sauvée par la fondation. Pendant plusieurs mois, Noëlla a vécu seule dans un appartement sans aucun soin, son soi-disant maître oubliait de venir la nourrir. C'est alors à l'agonie et la peau sur les os que Noëlla a été sauvée in extremis. Depuis, elle est soignée au refuge de la fondation 30 millions d'amis. Elle est aujourd'hui métamorphosée, passant de 12 à 20 kilos grâce à des prises de repas adaptées, et surtout Noëlla a retrouvé confiance en l'être humain grâce aux employés et bénévoles du refuge de 30 millions d'amis situé dans le 77. Noëlla a maintenant 7 ans et il faut savoir qu'un chien d'un certain âge a moins de chances qu'un autre de trouver une famille d'adoption, et pourtant adopter un chien âgé et lui offrir une belle retraite est un acte merveilleux. Cela fait donc 5 mois déjà que Noëlla, cette miraculée de Noël, attend qu'une famille vienne l'adopter, et le temps lui semble très long au refuge.
Comme nous vous le disions, nous allons vous montrer dans cette vidéo tout ce que nous avons filmé à l'époque, mais en enlevant toute la dimension sketch. On va ainsi mettre l'accent sur Noëlla, mais aussi sur d'autres pensionnaires, afin de favoriser leur adoption. Donc, on y va. Bonjour Anne, enchanté. Bonjour. Bonjour. David. Ça fait plaisir de te rencontrer. Bah pareil. Lorsque nous nous sommes rendus au refuge, Anne nous a proposé une petite visite. Elle nous a alors présenté tous les pensionnaires en partageant avec nous les histoires et particularités de chacun. Là, on a le petit lion. Oh, mais trop beau. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est ça, les fiches? Donc, tu as toutes les informations. Ça, c'est leur fiche de présentation. Tu as toutes les infos dessus. Tu as la date d'entrée, le prénom, la race, l'identification, tout ce qui est obligatoire. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur des animaux qui ont été saisis pour maltraitance ou sévices à divers niveaux. Les présentations sont indispensables. Il faut y aller en douceur avec chacun. Ici, on a Baracus, 52 kilos. Ah oui, Baracus. Ah, mon tchétché. Il est impressionnant, mais en fait, c'est pas forcément des chiens agressifs. Non, quoi. Ils sont tous gentils, adorables comme tout. Parce que souvent, il y a des préjugés sur ce genre de chien. Le plus triste, j'ai l'impression que c'est qu'il y a beaucoup de staff et de boxeurs qui subissent vraiment beaucoup de discrimination. Il y a beaucoup de staff et de malinois, et c'est ceux qu'on a le plus de mal à faire adopter parce que... Et c'est horrible parce que c'est des chiens qui souvent sont tellement remplis d'amour. Là, on est sur les chiens les plus calmes du refuge, malgré leur gros gabarit impressionnant et les oreilles coupées qui donnent un mauvais genre, mais on est sur des animaux adorables. Ma petite Roxane. Roxane, elle est là depuis presque 2 ans. Et Roxane, pourquoi elle a du mal à partir, par exemple? Parce qu'elle subit les préjugés de sa race, donc personne n'en veut. Ouais, toujours pareil. Alors que, regarde. Oh, ma fille, t'es une boule d'amour. Allez, Marsic, tu viens, mon chien? Non, t'as peur, hein. Marsic, c'est un chien qui a pris des coups, donc quand il connaît pas, c'est très compliqué pour lui de lier amitié. Non, t'as pas peur. Viens. Ça fait un petit moment qu'il est là, mais il est terrorisé. Quand il connaît pas, c'est compliqué pour lui. Septembre. On peut... vraiment. Il y a un petit peu de boulot encore dessus avant de les proposer à l'adoption. On va y arriver. Hein. Pour l'instant, il n'est pas proposé à l'adoption. Non, là, trop craintif. C'est trop tôt pour lui, trop craintif, et pour l'instant, il a confiance qu'en 2 personnes, donc on y va étape par étape pour les présentations. Et alors, Anne, là, on est dans l'allée des chiens qui sont plus agités, c'est ça? Ouais, un peu plus compliqué. Mais pourtant, lui, En fait, il supporte pas la manipulation. Donc là, tu vois, on lui fait le brossage un petit peu chaque jour, mais il n'aime pas la contrainte. Ah, d'accord. Donc il faut le temps qu'il s'habitue. Voilà. D'accord. C'est un chien qui est arrivé avec des oreilles pleines de pus. Qui a nécessité beaucoup de soins, mais très douloureux. Et en fait, au niveau de la contrainte, il a un petit peu de mal. Alors avec ses soigneurs, ça va, mais quand il ne connaît pas, c'est un peu compliqué au début. Wolfie, qui est un des plus anciens, tu vois, il est arrivé en 2021, il est toujours là. Pareil, staff, son en veut. Il vieillit. Donc... il est là depuis 2021. Oui. C'est des chiens qui sont adorables, hein. Ils sont manipulés tous les jours par nous, toute l'équipe, mais victimes de sa race et des préjugés qui vont avec. C'est dingue, ouais. C'est juste qu'en fait, c'est juste une question d'apparence. Oui, tout à fait. Oui, il n'a aucune agressivité. Après, comme beaucoup de chiens, il a ses têtes, donc on y va en douceur, mais quand on lui présente sa main, il n'y a aucun problème. Ah, mon titi, oui. Ça, c'est Winnie qui gardait un entrepôt la nuit, donc aucun contact avec les humains. Son ancien propriétaire venait lui donner à manger quand il avait le temps et quand il y pensait. Donc on l'a récupéré, il faisait 20 kilos à peine. Voilà. Ouais, donc vous lui avez redonné un peu de... Lui, on l'a retapé, ça a pris un petit peu de temps aussi. Là, aujourd'hui, il est bien comme il faut. On veut lui trouver une vraie vie de famille, qui connaisse une vraie vie de chien comme tous le méritent. Néo, pareil, un chien de sécurité qui vit dans des mauvaises conditions, coffre de voiture, etc. Toutes les dents bien abîmées parce qu'il a rongé les cailloux par ennui. Mais une fois dehors, ce sont des super chiens. Ouais, c'est ça. Et ce sont des chiens très intelligents. Très intelligents. Mais c'est des chiens qui font peur quand on les voit en box. Donc c'est vrai que quand on a des adoptants potentiels, on les présente jamais dans le box. Parce que si on les voit là, on n'a plus envie de les prendre. Alors qu'à l'extérieur, ils sont super joyeux, ils nous font la fête. C'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'en refuge, ils sont dans des conditions qui leur permettent pas d'être eux-mêmes. Et ils sont dans un truc de stress, de climat, d'anxiété. Là, on a Mister Cookie. Lui, il a été récupéré dans un élevage qui a été condamné pour mauvaises conditions de détention, avec des locaux non adaptés. Donc, on avait récupéré une vingtaine de chiens. Il est adorable avec nous, mais il a un problème au niveau de la gamelle. C'est que quand on lui donne, il a tendance à sauter dessus. Et s'il a la main au milieu, elle y passe. Donc, on a beaucoup travaillé. Ça fait plus d'1 an qu'il est là. Il s'est beaucoup amélioré. Il y a énormément de travail de réhabilitation. Les accueillir, c'est bien, mais si on les laisse dans leur cage et qu'on attend sans qu'il se passe rien, c'est des chiens qui vont rester là des mois, des années, voire à vie. Donc le but, c'est de les réhabiliter, de leur donner la chance d'être adoptés. Donc il y a énormément de travail d'éducation dessus. Doucement. Oui, bravo.
C'est bien, mon titi. Ce qu'il faut, c'est du temps et de la patience avec eux. C'est exactement ça, c'est énormément de patience. Mais ça sent que tu fais ça avec le cœur. Moi, j'attaque ma 30e année, alors. 30e année ici? Ça fait 30 ans? Pas la fondation, mais les animaux, oui. Ouais, c'est magnifique. 19 janvier, il y a 30 ans, j'ai adopté mon premier chien. C'est magnifique. Bah, merci pour eux. Vous faites un travail extraordinaire. Hein. J'imagine bien l'enfer qu'ils ont vécu et comment vous arrivez à leur refaire prendre confiance en l'humain un minimum. C'est tellement dur. Ça, moi, j'ai un petit Flint aussi qui a vécu des choses très dures en Roumanie. Je vois déjà le travail qu'il y a à faire avec un chien. J'imagine même pas ce que vous avez dû faire comme boulot là. Ah oui, un petit peu, quelques années. C'est vrai que là, ça donne cette sensation un peu d'aller des chiens plus condamnés, quoi. Tu vois, c'est ça qui est... C'est un peu l'allée des condamnés. Et pourtant, c'est ceux qui sortent le plus parce qu'ils ont un parc attitré, ils sortent tous les jours. Ouais, mais même pour vous, psychologiquement, ça doit être dur parce que plus le temps passe, plus leur espoir de partir oui, de notre côté, quand on voit l'évolution du chien de son arrivée au jour à aujourd'hui, on a une évolution énorme. C'est ça qui nous aide à tenir. Extraordinaire. Ouais, exactement. En refuge, il y a évidemment des chiens traumatisés, des rescapés de la vie qui ont été sauvés par des super-héros sans cap. Certains de ces chiens ont vécu dans des conditions abominables, à l'abri des regards de tous. D'autres ont subi des violences inimaginables dues à la folie des hommes. Noëlla fait partie de ces chiens sauvés in extremis. En refuge, il y a des chiens qui auront beaucoup de mal à être adoptés car ils n'ont pas la gueule d'ange parfaite pour susciter l'intérêt, parce qu'ils ne sont pas forcément de la race à la mode, parce qu'ils aboient trop fort derrière leurs barreaux, ou parce qu'ils gardent des traumatismes qui pourraient pourtant être calmés ou gommés avec quelques séances d'éducation. Certains de ces animaux ont même capitulé et sont là depuis tellement longtemps au refuge qu'ils se sont fait à l'idée qu'ils ne seraient jamais adoptés. Ce sont en quelque sorte des condamnés innocents. Si jamais vous adoptez l'un de ces chiens, vous leur sauverez la vie et ils vous le rendront fois 1000. En refuge, il y a ceux qu'on appelle les seniors. Ce sont des chiens considérés âgés, même s'il leur reste pas mal d'années à vivre et auxquels les gens ne s'intéressent que très peu. Noëlla, qui a 7 ans, est déjà considérée comme senior. Et pour les seniors, les chances de sortir un jour sont très faibles. Et puis en refuge, il y a aussi des chiens très calmes, très doux, sans aucun passé douloureux. En refuge, il y a des animaux abandonnés pour plein de raisons différentes. Il y a des vieux, mais aussi des plus jeunes, et même des bébés. Il y a des bâtards, mais il y a également des chiens de race. Bref, ne vous fiez pas à l'idée faussée selon laquelle tous les animaux de refuge seraient des chiens cabossés ou trop abîmés par la vie. Rendez-vous dans un refuge près de chez vous et vous aurez de fortes chances de tomber sur un animal qui vous comblera de bonheur et que vous comblerez de bonheur. Car souvenez-vous que même si les équipes des refuges se battent pour rendre la vie de ces malchanceux plus douce, le temps leur semble à tous très long derrière les barreaux de leur box. Stress, anxiété et dépression sont les symptômes d'une vie en refuge. Alors ça c'est la chatterie. Ah mais ils sont tous magnifiques, c'est quoi, il y a une portée Alors ça c'est une saisie qui a eu lieu il y a 2 semaines sur signalement. Oui. On s'est rendu avec les forces de police dans une maison où il y avait ces 34 chats qui étaient tous ensemble, mâles et femelles. 34 chats. Oui, on voit le manque d'entretien évident. Oh là là, oh là là, je peux. Avec des oui, tu peux, pas de problème. Voilà, et on était purement sur de l'élevage qui rapporte de l'argent mais qui ne se soucie pas des animaux. Ouais, il n'y a plus de poils là, surtout le... Là on a enlevé le plus gros qui créait des carapaces et qui étouffait le poil, donc on avait des plaies. Il y a beaucoup de travail encore à faire, mais on est sur des chats hyper câlins parce que pendant des mois, il y a juste quelqu'un qui venait leur donner à manger puis qui repartait, donc aucun contact, aucun entretien, aucun contact avec l'humain, aucun... Et quand vous récupérez 34 animaux comme ça d'un coup, on le sait, les refuges sont de plus en plus saturés, il y a de moins en moins de place, parfois c'est très compliqué pour vous d'accueillir tous les chiens que vous voudriez accueillir, ou les chiens et les chats. Oui. Et du coup, quand on vous dit, voilà, il y a une saisie de 34, vous y allez quand même. Et... On se débrouille, on pousse les murs, l'important c'est de sauver les chats, et après on organise des transferts vers d'autres structures partenaires pour faire de la place et que tout le monde soit bien accueilli. La Fondation 30 millions d'amis a 200 refuges partenaires, je crois, et donc là, vous vous organisez entre vous. Exactement, on appelle au secours et on dit on a besoin de 1, 2, 3 places de chiens, chacun prend ce qu'il peut, on organise des transferts en urgence. C'est des appels de détresse, en fait, j'ai l'impression que vous faites tout le temps. La maltraitance animale, elle n'a jamais de vacances. Oui, c'est ça. D'ailleurs, toi, tu ne vas pas partir beaucoup en vacances. Toute l'équipe est mobilisée 7 jours sur 7, nos enquêteurs à travers la France. Déjà, c'est magnifique de ne pas renoncer, de ne pas dire ok, on n'a plus de place, il y a 34 nouvelles... Non, on n'a jamais refusé un sauvetage par manque de place. Ah oui. On s'organise, s'il faut qu'on mette des animaux en pension quelques jours, le temps de se retourner, on le fait. On est toujours dans l'urgence. En fait, on est un centre d'hébergement d'urgence. L'envers du décor, c'est qu'il y a entre 4 et 5 heures de nettoyage par jour dans une chatterie comme ça, qui est assez petite. Et ça, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, on nettoie tout est désinfecté. Les gamelles sont lavées, les litières sont changées, lavées, désinfectées. Bravo pour le travail. Hein. Et alors, je vois qu'ils ont un petit espace dehors. Oui, ils ont un petit jardin pour l'été. C'est clôturé, c'est ça? C'est clôturé. La pose, là, ça me tue, ça. Là, en fait, ça s'est dépilé naturellement, on va dire, parce que le poids
des poils, les scalps. Ils vont être anesthésiés par le vétérinaire qui vient. Et on va les tondre à blanc parce qu'on n'a pas le choix pour enlever certaines bourres parce que ça leur entame la peau. Là, il y a plusieurs mois de travail, donc là, on a déjà bien travaillé au niveau des yeux, mais ils étaient tous avec des conjonctivites. Quand tu dis le poids des poils, c'est-à-dire que quand vous les avez retrouvés, elle avait des poils en fait, énormes. Le poids des poils qui sont pris avec les excréments, les urines, si on regarde le derrière, là, voilà. En fait, ça leur arrache, le poids est plus lourd que ce que la peau peut supporter. Donc en fait, ils s'épilent entre guillemets naturellement, mais c'est très douloureux pour eux. Ouais, on n'imagine pas ce qu'ils peuvent ressentir là. Ah ben, imagine-toi avec ça sur la tête. Ça gratte, ça démange, ça brûle, il y a des lésions qui se forment en dessous. Donc là, avant de les proposer à l'adoption, il y a d'abord toute cette phase de soins. Là, il y a la phase de soins. Alors on a quelques semaines de travail pour les remettre sanitairement parlant au propre. Donc il y a quelqu'un qui a alerté la police, qui ensuite vous a contacté. Exactement. Si des gens sont témoins de maltraitance, souvent, c'est la question qui revient le plus. J'ai vu un voisin faire ceci, cela. Ils font quoi? Ils vous contactent? Alors, on a une application lanceur d'alerte qu'on peut télécharger sur les smartphones, faire notre déclaration en direct. D'accord. Ou on passe par l'adresse mail support@30millionsdamis.fr. Ok. Ou le standard téléphonique, et notre équipe de juristes est à disposition, et nos 250 enquêteurs sur tout le territoire aussi. Ils se déplacent ensuite? Ils se déplacent, ils vont contrôler et on voit. Oui, parce qu'il ne faut pas dire aux gens de faire justice soi-même. Surtout pas, il faut faire les choses de manière réglementaire et encadrée pour ne pas avoir de Même si parfois ça prend aux tripes et que... Oui, il faut serrer les dents et passer outre, mais faire les choses dans le respect pour être respecté aussi. C'est toute la différence entre vous et puis des éleveurs qui seraient peu scrupuleux et qui du coup laisseraient partir un chien avec le premier venu. Vous, votre but, c'est qu'il ne soit pas abandonné une deuxième fois, surtout pour rien au monde. Exactement. Je voulais te poser une petite question par rapport au chien de tout à l'heure qu'on a vu tout tremblant. Marsic, petit Marsic. Il lui est arrivé quoi? Marsic, il a été élevé à la dure. Donc c'est un chien qui n'avait pas le droit de bouger, qui n'avait pas le droit d'aboyer, qui n'avait pas le droit de sauter, qui n'avait pas le droit de montrer ses émotions. Oui. Donc il a pris des coups. Il a été ensuite abandonné suite à une enquête pour maltraitance. L'ancien détenteur a accepté de nous le céder. D'accord. Et depuis qu'il est chez nous, il n'y a que 2 animaliers pour l'instant qui ont pu créer un lien avec lui. Même moi, pourtant, il me voit tous les jours. Je passe le soir, je donne des friandises. Pour l'instant, il a très très peur de moi. Quand il est à l'extérieur avec ses 2 animaliers qui s'occupent beaucoup de lui, il est complètement différent. On a un chien qui est joyeux, qui est content de voir les copains, qui court au parc, voilà. Donc ça veut dire que si, par exemple, une personne est intéressée par l'adoption de Marsic, il ne faut pas qu'elle se formalise en se disant qu'il sera tout le temps comme ça. Au contraire. Quand la confiance est installée, il est complètement différent à l'extérieur et c'est ça qui est sympa. On fait la suite. Allez, c'est parti. Dans le cadre de la vidéo que nous avions tournée, dans certaines séquences, je me suis mis dans la peau d'un agent animalier de refuge. J'ai donc participé à des tâches que les agents du refuge font toute l'année, telles que nettoyer les box, vérifier les selles et gamelles, soigner les blessures. Toi, tu vas lui faire un petit peu de bétadine sur la compresse. Oh là, oui. Ça va pas lui faire trop mal? Non, 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 vas-y. Ou sortir les chiens en balade. Allez, ma puce. Tu vas à la balade? Tu vas à la balade? Allez. Cela m'a également permis de passer du temps avec l'adorable Noëlla en participant à son toilettage. Allez, Nono, hop. C'est bien, Nono, t'as été sale. Allez, petite récompense. En jouant avec elle, en participant à une petite séance d'éducation. Ah, c'est bien. Ou en la sortant en balade. Dans la vidéo prévue initialement, il y avait également des comédiens qui venaient rencontrer les chiens du refuge. Cela était l'occasion au travers d'eux de voir le parcours classique des visiteurs lorsqu'ils viennent au refuge. Dites-moi tout. On avait rendez-vous, on voulait adopter un chien. Un chien. Parce qu'en fait, j'ai déjà un chien. Ok, là vous êtes venu sans votre toutou? Oui. D'accord, donc on fait une première visite. Exactement. Et si on a un coup de cœur, il faudra revenir avec votre toutou pour faire les présentations. Et puis ils vont suivre le parcours de visite que n'importe quel adoptant suit en temps normal. Ils vont donc d'abord remplir le formulaire permettant au refuge d'en savoir plus sur eux et de trouver l'animal qui saura correspondre à leur situation personnelle. Vous avez pas de balcon? Non. D'accord. Déjà des animaux? Non, j'en ai eu quand j'étais petite par contre. Ok. Une idée particulière sur ce qu'on cherche, à part savoir que c'est un chat? Un chat très câlin. Très câlin. Ok. Et ben on y va? Anne va ensuite leur faire visiter le refuge afin de leur présenter les différents animaux à l'adoption. Là on a petite Ève, oui c'est une petite fille. Vous avez une préférence pour un mâle, une femelle? Non? Non. Ouais, j'aurais dit plutôt un mâle, peut-être. Elle est vachement mignonne, regarde. Ça, c'est Caddy. C'est une petite chienne qui a été trouvée, qui peut s'entendre avec certains mâles. Il est très mignon, ce petit chat-là. J'adore. Alors, celle-là, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Ouais. Elle a fait l'objet d'une saisie judiciaire pour élevage non déclaré. Oh là là, oh, elle est toute légère. Chouchou.
Là, on est sur un monsieur, c'est Monsieur Lyon. Il est pas grand, mais il est costaud. Il a quel âge? Il a 3 ans. Alors là, on a la mamie Rita. C'est une petite mamie, elle a 11 ans. Donc elle finira peut-être sa vie chez nous, peut-être s'il y a une famille qui craque. C'est vrai que les seniors ont beaucoup moins de chances d'être adoptés. Pour aider justement à ces adoptions de seniors, on a créé l'adoption opération doyen. Et ça consiste en quoi? Qui permet aux familles qui adoptent un senior de bénéficier d'une enveloppe aux frais vétérinaires. Du coup, les gens qui peuvent avoir une réserve sur les frais financiers à venir, eh ben, on sait qu'il y a cette enveloppe de 800 € qui est à disposition et qui peut aider beaucoup de chiens et de chats à être adoptés. Voilà. Et là, on est sur Baracus. Il pèse combien? 52 kilos. 52 kilos. Ouais, il est pas mal celui-là. Ah ouais, il est bien. Et il est là depuis combien de temps? Alors, c'est tout récent, ça fait 2 petits mois à peine. Il a été saisi pour maltraitance dans un élevage qui a été condamné pour des sévices graves. Donc la justice nous a confié la trentaine de chiens qu'il y avait dans cet élevage et maintenant on leur cherche de nouvelles familles. Mon petit Marshall, très craintif, il a peur, il a pris des coups. On l'a depuis le mois de septembre l'année dernière et c'est un chien qui est en réhabilitation avec ses soigneurs. Il a déjà beaucoup évolué. Il connaît les autres chiens. Donc s'il y a un coup de cœur avec lui, potentiellement une adoption, ça serait bien. C'est des beaux chiens. En fait, ils ont un physique imposant, mais en réalité, ils feraient pas de mal à une mouche, quoi. Bah, ils sont comme on les élève, en fait. Les visiteurs complices ont bien sûr posé des questions. Et il y en a qui sont habitués aux chats quand même dans l'eau ou... Alors, nous, dans le contexte refuge, les présentations sont pas forcément positives, mais après, en extérieur, ça se travaille encore. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il faut de la patience, il faut sécuriser les lieux pour le chat. Est-ce que vous avez un site où on peut voir les animaux ou pas? Oui, sur le site fondation 30 millionsdamis.fr, l'onglet J'adopte un animal. Quand vous cliquez, vous pouvez choisir par chien, chat, mâle, femelle, par région. Et on a 260 refuges partenaires qui publient aussi leurs animaux. Et pour les papiers, comment ça se passe? Nous, on fait déjà une prévisite à la maison pour voir vos conditions de vie, voir vos capacités d'accueil. Si ça nous convient, vous reviendrez avec votre toutou faire la présentation de celui-ci. Après, on vous demande un justificatif de domicile moins de 3 mois, pièce d'identité et une participation aux frais vétérinaires. Tous nos animaux sont vaccinés, identifiés, stérilisés, ils ont leur passeport, leur vaccin à jour. Puis Anne leur dira de revenir au refuge s'ils ont eu un coup de cœur pour un animal afin de vérifier la compatibilité entre l'animal et sa potentielle nouvelle famille ou pour formaliser l'adoption. Comme nous vous le disions, nous avons tourné ces images il y a 6 mois et notre chère Noëlla est malheureusement toujours au refuge alors qu'il s'agit tout simplement d'un chien incroyable qui peut s'entendre avec tout le monde, humain, chien et chat. Cela fait maintenant donc 1 an que Noëlla est seule dans son box et qu'elle attend désespérément une famille qui saura l'aimer. Personne l'a demandé avant? Jamais personne. Oh, c'est pas possible. Y a personne qui s'est intéressé à Noëlla? Jamais. Mais elle est incroyable pourtant. Voilà les amis, cette vidéo là de FAQ, elle a été faite pour répondre à vos questions, mais aussi vraiment pour Noëlla et pour les chiens de ce refuge. On espère que Noëlla trouvera un adoptant. Alors évidemment, il faut que vous vous rendiez au refuge, je crois, au moins 2 visites, hein, parce qu'ils font attention à qui ils laissent les chiens là-bas. Ils font un travail quand même de filtrage, et heureusement, si l'un d'entre vous l'adopte, on serait heureux de le savoir et que vous nous le disiez, même si c'est un autre chien du refuge. Vous pouvez, si vous êtes intéressé par l'adoption de Noëlla ou d'un des autres pensionnaires, on vous laisse le numéro de téléphone, l'adresse du refuge et le mail auquel vous pouvez écrire. Voilà. De manière générale, les amis, si un jour vous êtes tenté d'abandonner un animal, déjà, bon, c'est horrible en soi, mais à minima, prenez le soin de contacter un refuge, de contacter une asso qui verra ce qu'elle peut faire. Mais voilà, il y a des abandons qui se font de manière complètement sordide. De manière générale, ne prenez pas un chien si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le garder jusqu'au bout de ses jours. C'est un être vivant, sensible, c'est un véritable engagement qui a son lot de contraintes, mais il faut le savoir avant, et surtout à l'approche des fêtes de Noël, c'est important de le dire. Il y a beaucoup d'animaux qui sont offerts en cadeau de Noël. C'est pas un cadeau, un animal, c'est vraiment une vie. Donc, si vous l'offrez à quelqu'un, attention, parce que la personne, peut-être qu'elle n'est pas prête à assumer cet animal. Si vous voulez adopter, rendez-vous dans les refuges qui sont près de chez vous. Il y en a tout un tas. Il y a l'association 30 millions d'amis, mais il y en a des tas d'autres. La Fondation Assistance aux Animaux, la SPA, il y en a d'autres. Voilà. Donc, vous pouvez vous renseigner. Merci les amis. C'est la fin de cette vidéo. On remercie à nouveau notre partenaire qui est MyHeritage. Vous avez le lien qui est dans la description pour profiter de 14 jours d'essai gratuits. Et puis, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions, d'être le plus succinct possible. On l'a pas du tout été succinct. On n'a pas du tout été succinct. Transparent, oui, succinct, non. Non, mais c'était important pour nous de le faire. Et on espère qu'on a été quand même assez complet dans nos explications. On va revenir sans explication, ouais, avec du rire. On espère quoi? On espère qu'on va nous-mêmes, on veut nous entendre fermer notre gueule. Ouais, en fait, on veut qu'on ferme notre bouche. Et voilà, même toi, j'ai envie de te dire, mais tais-toi, arrête de parler, arrête de parler, sortons des trucs drôles. Et voilà. Merci les amis, à bientôt.